C'est parti. Voilà. Alors, tout le monde, voilà, je vous présente Rebecca Desraspes, en haut à gauche complètement, qui est dramaturge. Rebecca, donc, est sortie de l'École nationale de théâtre du Canada en 2010. Donc, moi aussi, je suis issu de cette école-là, donc on va y revenir parce que pour moi, c'est quand même une partie très importante du paysage théâtral québécois depuis de nombreuses années. Donc, c'est quand même une dimension importante. On va en reparler. Mais donc, Rebecca est sortie de cette école-là dans un programme d'écriture dramaturgique. Donc, pour ceux qui étaient avec nous quand on a rencontré Michel, Michel n'a fait aucune école. Il sort vraiment d'une autre époque. Ici, vous avez deux dramaturges là, qui viennent d'une école de théâtre dans laquelle il y a vraiment un programme d'écriture. Donc, ça, c'est quand même particulier. Il n'y en a pas beaucoup à travers le monde. Rebecca a écrit de nombreuses pièces, remporté de nombreux prix. Elle écrit autant pour le jeune public que pour les adultes. Ça aussi, c'est une dimension qui est peut-être très spécifique du théâtre québécois, cette omniprésence du théâtre jeune public. Donc, on va y revenir aussi. Je ne vais pas présenter les pièces spécifiques de Rebecca. Si jamais vous avez envie de poser des questions à Rebecca sur des pièces que vous avez vues, vous avez peut-être entendu parler de ceux qui se sont évaporés, qui étaient au théâtre d'aujourd'hui jusqu'en la pandémie a frappé. Donc, on a juste eu le temps de voir quelques représentations de ce spectacle-là, mais qui a quand même gagné le prix Michel Tremblay. C'est pour vous dire à quel point c'était une pièce puissante. Mais donc, je ne ferai pas le détail de toutes les pièces qu'elle a faites. Vous pouvez trouver ça sur Wikipédia. C'est très, très bien fait, sa page à Rebecca. Vous avez toutes les informations, tous les prix. Je vais plutôt rentrer directement dans la question la plus facile que j'ai envie de te poser, Rebecca. Rebecca, bonjour d'abord. Bonjour d'abord. Étienne. Merci beaucoup d'être là avec nous. Ben, ça me fait tellement plaisir. Merci à toi de l'invitation. Puis c'est toujours Je... de discuter d'écriture. Pardon, je te laisse. Non, non, vas-y. Mais en fait, j'allais juste dire, je trouve ça intéressant parce qu'on se connaît quand même assez bien. On a été dans la même école. Si je me souviens bien, on n'a pas été en même temps. Hein. Je suis sorti quand tu es arrivé. Exact. Mais on se connaît quand même bien. On a déjà travaillé sur certains projets de près ou de loin ensemble. Mais c'est le genre de questions qu'on ne se pose pas souvent, des questions de dramaturgie sur notre regard sur la dramaturgie. Donc, malgré qu'on se connaisse, c'est des questions dont j'ai aucune idée des réponses que tu vas nous donner. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, bon, tu sors de l'École nationale en 2010, donc ça, c'est il y a 11 ans. Mais évidemment, quand tu sors de l'école, c'est pas la première fois que tu t'intéresses au théâtre. Tu as eu à t'y intéresser avant même pour te donner envie de déposer ta candidature à l'École nationale de théâtre. Donc, tu as été accepté quelque part en 2007-2008. Donc, tu as vu du théâtre un peu avant. J'aimerais ça que tu me dises, ça ressemble à quoi le théâtre au début des années 2000, le théâtre que tu vois? Le théâtre que tu observes et le théâtre qui te donne envie d'en faire, en fait, et qui te dit, ah tiens, moi, je vais en écrire. Qu'est-ce que c'est à l'époque, ta perception? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vois? Comment ça se passe? Ben, moi, j'ai grandi à Rivière-du-Loup, hein, dans le Bas-Saint-Laurent, donc il n'y avait pas beaucoup de théâtre accessible. J'étais pas à Montréal. Donc, mes premiers chocs théâtraux, je les ai eus peut-être autour de 20 ans. Je me rappelle très, très bien d'avoir vu le Langue à langue des Chiens de Roche de Daniel Danis. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai vécu une catharsis pour la première fois de ma vie, là, dans ce que c'est vraiment une catharsis, mais je suis sortie de là ravagée. J'ai pleuré ma vie, mais j'étais vraiment choquée dans le sens de choc. J'ai vraiment vécu quelque chose avec cette pièce-là, avec cette production-là. C'est vraiment à partir de là que je me suis dit, OK, il y a vraiment... le théâtre est vraiment un espace où est-ce qu'on peut être en dialogue très, très serré avec l'individu qui est là. Parce que moi, j'avais reçu quelque chose d'immensément précieux pour moi en regardant ce spectacle-là. Mais il faut dire que à Rivière-du-Loup, il n'y avait peut-être pas nécessairement de production professionnelle, mais moi, je faisais du théâtre parce que je voulais être actrice dans une école de théâtre là-bas.
Donc, j'avais touché au théâtre beaucoup par le jeu, beaucoup par le faire, mais très peu par la consommation du théâtre. Je ne sais pas si tu me suis, là. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment plus tard, à un moment donné, j'ai décidé que je n'allais pas être actrice pour une raison X de crise d'angoisse. Et je passe vraiment vite au travers de ça, mais tout ça pour dire que je n'avais pas conscience qu'on pouvait écrire le théâtre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que, pour moi, c'était... ma façon d'entrer en contact avec le théâtre, c'était en jouant, mais c'était pas en l'écrivant. Donc, quand j'ai vu cette production-là, ce texte-là de Daniel Danis, je me suis pour la première fois intéressée à ce que c'est une écriture. Il faut dire que cette pièce-là est particulièrement une écriture très, très forte. Donc, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à me dire, ah, OK, en fait, j'ai le droit de ne pas vouloir jouer, mais il y a une autre façon de l'approcher, le théâtre. Donc c'est ça. Fait que je te dirais ça avait été un gros choc. Après ça, il y avait eu King Dave. Je sais pas si tu te rappelles de cette production-là. Je ne l'ai pas vue, moi, non. OK. Cette production-là, encore une fois, c'est vraiment venu me chercher. C'est rentré à un endroit hyper sensible pour moi. Mais tout ça pour te dire que c'est vraiment par la sensibilité que les pièces me faisaient, par les motifs que les pièces me faisaient vivre, que j'ai décidé de faire ça. C'était vraiment... c'était plus cet aspect-là qui m'interpellait. C'était pas l'aspect politique du tout. C'était vraiment, OK, j'ai envie de discuter avec l'être humain, moi aussi, parce que ces textes-là ont eu un impact sur moi. Donc, est-ce que je me trompe si, par exemple, j'ouvre l'idée peut-être d'un rapport au théâtre très, très intime ou d'un rapport au théâtre qui est très axé sur moi, qu'est-ce que j'aurais à y faire, ou moi, qu'est-ce que j'aurais à y découvrir? Ouais. J'avais pas conscience de tout l'aspect politique de prendre parole, du dire sur la place publique. C'était pas du tout ça, en tout cas en 2005, qui, moi, m'interpellait. Là, bien sûr, les choses se sont transformées, mais j'avais l'impression, puis quand je regarde avec 15 ans de recul, j'ai l'impression que, c'est ça, c'était comme... Puis après, j'étais jeune, puis tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de très humain, très, c'est ça, dans l'intime, dans l'empathie, dans le ressenti, qui, moi, m'interpellait. Donc, voilà. Puis qu'est-ce que ça ressemble, le théâtre, chez toi, autour de toi, ta famille, tes amis à l'époque? Quel sens ça a? Est-ce que c'est quelque chose que les gens aiment, vont voir? Tu dis que tu viens de Rivière-du-Loup, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, à l'époque aujourd'hui ou à l'époque en 2000? À l'époque, c'est sûr qu'aujourd'hui, à force d'en faire, notre milieu devient un milieu de théâtre. Donc ça sera ça, c'est notre réalité. Mais je dirais, mettons, tu sais, parce que quand on pense à une époque où le théâtre a peut-être été un moment d'affirmation nationale, quand tu dis, ah, aujourd'hui, mais moi, mes parents, ils ne comprennent même pas c'est quoi, ça ne donne pas, je pense, le même sens à pourquoi on veut en faire. Complètement. Tu as tellement raison là-dessus. Comme moi j'ai été vraiment dans un milieu qui n'avait aucune consommation de théâtre. Il n'y a personne dans ma famille qui sont des intellectuels, je dirais, le théâtre et intellectuel, c'est pas nécessairement lié, là, mais je veux dire, c'est pas... à Rivière-du-Loup, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas du tout cette communauté artistique, théâtrale. D'ailleurs, je suis partie de Rivière-du-Loup à 16 ans parce que je savais, moi, que c'est ça que je voulais faire dans la vie, mais je ne savais pas pourquoi, mais je le savais de façon intime. J'ai commencé à faire du théâtre parce qu'un jour, je regardais la télévision, je regardais Cormoran, puis j'ai demandé à mes parents, c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est qui? Puis là, ils m'expliquent que c'est des acteurs, puis que c'est ça, puis que c'est pas... qui vivent pas ça pour vrai, que c'est des acteurs. J'avais pas compris ça dans ma petite tête à 7 ans. Puis là, j'ai fait « Ah, c'est vraiment ça que je veux faire! Inscrivez-moi à des cours de théâtre! » Mais c'était vraiment pas... c'était pas connecté à autre chose que l'envie d'être sur une scène puis de jouer. C'était pas connecté à autre chose que le jeu. Puis, puis je parle pas de jeu d'acteur, mais le jouer, le théâtre, comme un enfant dans un carré de sable. C'était plus ça.
j'ai découvert, quand je suis arrivée à Montréal, qu'il y a des gens qui aimaient ça, il y a des gens qui y allaient, il y a des gens qui le consommaient, que ça pouvait transformer des communautés, transformer des gens, transformer tout ça. Mais ça, c'est venu vraiment 20 ans plus tard. Ben, 20 ans, non, j'exagère, mais 15 ans plus tard, tu sais, dans ma vision du monde. Fait que c'est comme, c'est particulier parce que même quand je retourne chez moi, mes parents, ils m'encouragent, ils m'aiment, là, mais c'est pas du tout quelque chose auquel les miens s'identifient, le théâtre. Pas du tout. Mais je trouve ça intéressant parce que ça me donne la sensation que le théâtre aujourd'hui est moins comme une sorte de gros mouvement qui avale tout qu'une espèce de petit bijou que certains découvrent caché dans un trou, tu sais, puis que c'est pas vraiment la même façon dont on l'approche, donc c'est pas la même non plus, peut-être le même genre de partie de nous que ça stimule, tu sais. Puis ça change énormément la façon de le penser, la façon d'en faire. J'ai l'impression, en tout cas, que des gens de notre génération, toi puis moi, on a un peu moins le réflexe de penser qu'on peut changer le monde ou qu'on peut révolutionner la société, mais qu'on a peut-être plus une tâche, je ne sais pas, émotive ou une tâche de partage humain ou... Complètement. Mais moi, j'ai l'impression que ma responsabilité, c'est la rigueur empathique. La rigueur, il faut que ça soit connecté. Si c'est pas connecté, c'est pas que c'est facile d'avoir des discours, mais pour moi, quand je me connecte à quelque chose de très, très intime, j'ai l'impression d'être à la bonne place pour entrer vraiment en dialogue avec une personne au pire. C'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'on ne le voit plus nécessairement comme l'auteur dans sa cité, mais moi, j'aime bien m'imaginer que j'ai un dialogue avec une personne. Puis c'est ça, tu sais. Donc, je suis super d'accord avec ce que tu nommes, vraiment. C'est intéressant pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a un mois avec Michel, parce que Michel disait à peu près 100% l'inverse. C'est-à-dire que Michel disait le théâtre, c'est fait pour être en crise. Puis moi, j'écris du théâtre quand j'ai envie d'engueuler le monde ou de dire, tu sais, quand je suis en colère. Si j'ai quelque chose que je veux dire à une personne dans le creux de l'oreille, j'écris un roman. Ouais. Puis c'était intéressant d'entendre Michel connecter le théâtre à la colère et même encore aujourd'hui, chercher ça, trouver qu'il y a théâtre quand il s'en va se faire engueuler dans une salle de spectacle. Et je trouve ça assez intéressant comme nouvelle manière d'envisager la job de dramaturge. Donc, Rebecca, tu passes entre les mains de l'École nationale. Oui. Explique-moi donc un peu qu'est-ce que ça change, l'École nationale. Qu'est-ce que c'est l'École, puis qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi c'est là? Moi, je trouve que c'est un espace extraordinaire. On est très, très chanceux d'avoir ça au Québec. Je pense que ça a un impact sur la dramaturgie québécoise extrêmement important. L'école, écoute, bon, veux-tu que j'explique un peu comment ça fonctionne, le processus? Oui, si tu veux. Oui. Ben, à l'école, en fait, on est là 3 ans comme auteur. Et très vite, la notion de on écrit pour des acteurs est mise en place. C'est-à-dire qu'on écrit des textes que les acteurs qui sont en formation aussi vont nous lire, vont jouer. Donc, très, très vite, on a cette espèce de... Je trouve en tout cas qu'on a je parlais de jeu tout à l'heure, mais le carré de sable pour vraiment aller essayer des trucs. Donc, il y a cet aspect-là qui est vraiment, moi, qui m'a tellement, tellement, tellement aidé. Il y a l'aspect aussi dont on t'apprend à réfléchir, on t'apprend à poser un regard sur le monde. Par exemple, on a des cours d'excursion critique à tous les vendredis. Et là, il faut qu'on aille soit voir un film, soit aller au musée, soit expérimenter une nouvelle application. En tout cas, bref. Et donc, il faut construire notre pensée. Puis moi, c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Comme je nommais, j'ai toujours absorbé le monde par mon intime, par mes émotions, puis essayé de... J'avais pas l'habitude de réfléchir le monde. Ça a l'air stupide, là, ce que je dis, mais c'est ce que l'école m'a beaucoup appris aussi, c'est de développer mon regard sur le monde, de développer aussi ma prise de parole, parce que j'avais beaucoup cette connexion à moi, puis à mes émotions, puis à machin, mais
la prise de parole, cette notion-là, je la comprenais pas tout à fait. Puis je trouve que l'école m'a vraiment permis, en tout cas, d'essayer de développer un peu c'est ça, mon regard sur le monde. Et donc, à l'école, c'est sur 3 ans, la première année, puis on est 2 par année, donc c'est très, très, très personnalisé, puis on t'apprend pas à écrire, on t'apprend, ben, comme je disais, à développer ton regard sur le monde, puis on t'apprend à cultiver ta singularité. On te dit ce que tu es vaut la peine. Voici comment l'amener au bout de ses possibles, genre. Et on est accompagné par des auteurs chevronnés québécois, comme moi, j'ai eu l'honneur d'être coachée par Carole Fréchette, par exemple. Donc, pendant 1 an, elle m'a suivie sur l'écriture de ma pièce en 2e année. Donc, c'est des relations hyper importantes, hyper privilégiées. C'est ça. Donc, pour moi, l'École nationale, puis c'est beaucoup là, 2 auteurs par année qui sortent. Je trouve que c'est beaucoup dans le paysage théâtral québécois, dans le sens que il n'y en a pas tant que ça des places là, pour des auteurs. Je veux dire, les théâtres, en tout cas, bref. Mais je trouve que il en sort beaucoup, puis ça crée une espèce un foisonnement d'auteurs, puis de prises de parole, puis d'auteurs réellement solides. Là, je veux dire, Étienne, y a des auteurs de notre âge vraiment, vraiment solides. Il y en a plusieurs, puis c'est toutes des paroles singulières, c'est toutes des paroles vraiment intéressantes. Puis moi, je pense que ça, c'est grâce beaucoup à l'École nationale. Même si on peut écrire sans passer par l'École nationale, mais il y a quelque chose à l'école qui donne une force, j'ai l'impression, à ces plumes-là. Je pense qu'il y a une dimension qui est très importante dans l'école, mais qui vient aussi avec le fait que, comme tu as mentionné, on arrive au théâtre très tard de nos jours. Donc, on n'est pas vraiment à une époque où les gens sont en contact de manière, je dirais, intrinsèque avec le théâtre dès leur plus jeune âge. Ouais. C'est très rare. Les gens, il faut vraiment que tu sois enfant d'acteur ou enfant d'auteur ou d'autrice. Puis là, vraiment, tu vas comme avoir... c'est ces gens-là qui amènent leurs enfants au théâtre à 5 ans. Mais moi, je suis exactement comme toi. J'arrive au théâtre très, très, très tard. Okay. Et donc, ce n'est pas du tout une deuxième nature. Ce n'est pas du tout comme quelque chose avec lequel on grandit. Michel nous parlait de « Ah, lui, il écoutait les Beaux Dimanches, il écoutait le théâtre à la télé. La télé, il présentait du théâtre, tu sais, t'imagines? C'est comme... Aujourd'hui, on présente du cinéma au théâtre. Ouais. Donc, il y a comme cette espèce de réalité-là qui fait que comme le théâtre est comme quelque chose auquel on arrive très tard, c'est comme très, très nécessaire de l'apprendre. Tu sais, des génies de cinéma comme Xavier Dolan, ça se peut parce que depuis qu'il y a 5 ans, il a sa caméra dans ses mains, puis il a vu à peu près 30 milliards de films. Mais nous, on arrive à 20 ans, on a vu 2 pièces de théâtre. Complètement. On n'a jamais écrit. Donc, il y a comme toute cette réalité-là qui fait quelque chose comme l'École nationale de théâtre est comme une sorte d'accélérateur, là, tu sais, qui fait que sinon, on aurait juste des auteurs, ceux qui persévéreraient pendant 10 ans à faire de la cochonnerie, pour enfin arriver peut-être à maîtriser un peu ce langage-là qui n'est pas du roman, qui n'est pas du cinéma, qui n'est pas de la nouvelle, qui n'est pas de la poésie, qui est complètement autre chose. Et donc, pour moi, cette dimension-là... Complètement. Puis ce que tu as nommé quelque chose de très, très important, c'est qu'au théâtre, à l'École nationale de théâtre, on va beaucoup au théâtre. Chose qu'on ne fait pas nécessairement tant que ça avant l'école ou même après l'école, tu sais, ça dépend des vies, là, mais donc, pendant que tu es à l'école, tu vas beaucoup, beaucoup au théâtre. Donc, il y a quelque chose là-dedans de très, très important. Effectivement, avant l'école, si je peux t'énommer sur mes doigts là, les pièces que j'ai vues avant d'entrer à l'école. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très, très important. Puis je pense que ça aide à comprendre ce que c'est la théâtralité, parce qu'il y a différentes formes de théâtralité, il y a différentes façons d'écrire le théâtre, mais plus tu en consommes, plus tu comprends un peu le procédé. Qu'est-ce qui se passe dans une salle? Qu'est-ce qui fait qu'un texte rentre ou rentre pas? T'sais? Donc, je pense que ça, c'est important de l'expérimenter comme spectateur avant de pouvoir le faire, j'ai l'impression. Puis c'est ce que l'école nous permet. Parle-moi un petit peu, Rebecca, de, tu passes à travers l'école,
On apprend à l'école, entre autres, qu'on ne connaît rien au théâtre, puis là, on fait ça en accéléré du matin au soir, puis à la fin, on en connaît un petit peu plus. Euh, qu'est-ce que tu espères du milieu après ça? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu as l'impression que tu fais? Est-ce que tu as l'impression qu'il est trop tard pour redevenir chirurgienne ou tu as l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à faire? Et c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que je me rappelle même avoir une conversation avec toi un soir, je suis en première année. Puis je te dis, moi, ça ne sert à rien pour moi de faire du théâtre si je ne fais pas une différence sur la ligne du temps théâtral. Mais là, tu me regardes, tu as fait calme tes nerfs. Là. Je me souviens pas de ça. Oui, non, je te jure, on a eu cette conversation-là. Tu sais, j'avais comme des ambitions démesurées. Tu sais, comme ça n'avait pas rapport. Donc, ben moi, quand je suis sortie de l'école, tu sais, je suis retournée un peu à genre... il a fallu que je déconstruise cette ambition-là qui n'avait pas rapport. Puis, mais j'ai eu la chance d'avoir une place quand je suis sortie de l'école. J'ai eu tout de suite une production à la petite salle du théâtre d'aujourd'hui. Donc, tu sais, moi, je me suis jamais dit, il faut que j'aille étudier en médecine. Ou médecine, ça aurait été vraiment très intense à mon âge, mais tu sais, je me suis jamais dit ça. Je me suis jamais dit, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. J'ai fait mon petit chemin, puis j'ai toujours senti qu'il y avait une place. Après, je pense que j'ai été très chanceuse, dans le sens que, je ne sais pas, les choses se sont emboîtées et ont fait en sorte que j'ai jamais dû travailler au restaurant ou je ne sais pas où. C'est comme ça. J'ai tout de suite eu une place. Mais de différentes façons. Tu t'en parlais tantôt, le théâtre jeune public a été pour moi une façon de gagner ma vie. Parce que quand je suis sortie de l'école, j'ai écrit Le merveilleux voyage de Réal de Montréal, qui est un texte qui a joué peut-être 250 fois. Donc, ça m'a donné des droits d'auteur. J'ai pu vraiment, grâce à ça, continuer à écrire. T'sais. Donc, le théâtre jeune public m'a vraiment aidé à faire ma place. Puis, je trouvais que c'était fondamental dans mon apprentissage d'écrire pour les enfants. Parce qu'il y a quelque chose dans le processus de dialogue qui est direct avec les enfants. Qu'est-ce que tu veux leur dire aux enfants? Comment tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux... Ouais, c'est comme si c'est très, très vivant de regarder une salle pleine d'enfants recevoir un spectacle, recevoir un texte que tu as écrit, ça t'apprend beaucoup, beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Moi, ça m'a beaucoup appris. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est ça. J'ai fait ma place un peu ouais, en écrivant pour le jeune public, puis en acceptant tout ce qu'on me proposait. Moi, j'ai de la misère à dire non, puis aujourd'hui, j'apprends à dire non, mais pendant des années, j'acceptais tout ce qu'on me proposait. Donc, j'ai fait mes gammes. J'ai continué à faire mes gammes, puis je les fais encore aujourd'hui, mes gammes, dans le sens que à chaque fois que je commence un projet, je me demande où me positionner à l'intérieur de moi pour le faire de la façon la plus honnête possible. Puis j'ai toujours l'impression que je ne vais pas y arriver. Puis, tu sais, comme... Fait que je pense que c'est ça qui a fait que je suis toujours restée connectée à quelque chose je reste en dialogue avec moi-même, donc ça fait que je reste en dialogue un peu avec mon milieu tout le temps, mais de plein de façons différentes. Vraiment plein de façons différentes. Voilà. Ben, dis-moi, on va creuser un peu ça. Dis-moi, est-ce que tu as l'impression que tu as un éditorial d'autrice? Est-ce que tu as l'impression, ça fait quand même maintenant 11 ans que tu es sorti de l'école, plus tes pièces à l'école, ou en tout cas ton début de démarche à l'école, as-tu l'impression que comme autrice, il y a quelque chose que tu tiens qui revient, soit consciemment ou soit inconsciemment quand tu te relis, ou as-tu l'impression que tu as un éditorial? Je pense que c'est le bon mot. C'est une bonne question. Je te dirais, si oui, c'est inconscient. Je pense pas que... en fait, j'essaie vraiment de retrouver quelque chose de neuf à chaque fois. Mais je pense que c'est plus au niveau de la forme que je le trouve. Je pense qu'au niveau de la parole, il y a quelque chose qui revient, puis je pense que c'est normal, mais qui revient dans presque toutes mes pièces depuis que j'ai un enfant, mais c'est le rapport à la maternité. Le père de ma fille me disait dernièrement, une chance, tu as eu Romane.
pour pouvoir écrire. Parce que ça, ça revient tout le temps, le rapport à la maternité, la pression sociale aussi revient dans toutes mes pièces de différentes façons. Mais je peux pas te dire, moi, ce que je dis sur le monde, c'est ça. Vraiment pas. Je pense que mon seul éditorial, c'est « Hey man, on peut-tu être empathique? On peut-tu juste essayer d'être humain? » Puis l'humain, ben, c'est complexe. Fait que je pense que c'est ça que j'essaie de nommer dans chacune de mes pièces, tu sais, ouais, Mais donc, pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est faire des portraits? Est-ce que c'est essayer de décrire le quotidien d'aujourd'hui? Oui. C'est d'essayer de comprendre une personne, de comprendre un personnage le plus juste possible, puis de montrer de ce personnage-là toutes les nuances, c'est comme de montrer que c'est, ouais, je sais pas comment, c'est dur à c'est dur à expliquer parce que c'est pas des questions qu'on se pose souvent, Étienne Lepage. C'est les questions que je me pose tout le temps, je suis Ah désolé. ouais, hein? Je trouve pas plus de réponses, mais c'est les questions que je me pose tout le temps. Ben, je pense que j'essaye j'essaie de montrer des êtres humains dans leur complexité, puis de les regarder avec empathie, même quand ils sont laids, même quand ce que ces personnages-là disent est pas correct ou est pas comme politically correct. Je parle très mal anglais, mais tu sais, c'est ça, c'est de les aimer, c'est de donner de l'amour pour de vrai, de mon amour à mes personnages. Puis j'ai l'impression que c'est ça, c'est comme tout le temps des déclarations d'amour que je fais quand j'écris à l'humanité. Mm. Donc, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as l'impression que donc tu cherches, parce que je t'entends puis j'ai l'impression que tu cherches l'individu d'aujourd'hui ou en tout cas la complexité d'aujourd'hui. Donc, si je te disais, par exemple, pourrais-tu parler je sais pas moi, d'un être imaginaire, d'un chevalier au 14e siècle, tu sais, est-ce que ça fait tout de suite, ah non, non, moi je ne vais pas là. Moi, je t'avoue que je vais avoir de la misère à y aller parce que je vais avoir de la misère à trouver mon chemin d'empathie envers le chevalier des années 1400. Parce que je ne la connais pas, sa réalité, puis je vais avoir de la misère à me connecter. Je pense qu'il faut que je me connecte vraiment à mes personnages pour réussir à les rendre à la hauteur de ce que j'ai besoin qu'ils soient. Mm. C'est vrai que le chevalier, il va falloir qu'il vive des aventures. Je m'imagine à cheval. Que je peux bien imiter. Genre, je vais les imiter de ce que j'ai lu, des films que j'ai vus, mais ça ne sera jamais quelque chose de singulier à moi parce que je ne pourrais pas le glisser dans dans mon système émotif. Voilà. Donc, tu as besoin quand même de passer par ton existence, ton expérience. Ouais. Et donc, on peut dire que s'il y a quelque chose, peut-être pas d'inconscient, mais qui relie ce que tu fais, c'est qu'il va y avoir une grande part de questions d'aujourd'hui. Comment être aujourd'hui? Oui, complètement. Comment être aujourd'hui? Qui est quand même une question... je ne sais pas si on regarde juste ton parcours pour te rendre au théâtre, on voit vraiment que c'est toute une suite de questions de comment être aujourd'hui, qui n'est pas du tout la même chose que quand on entend quelqu'un comme Michel. Je reviens à Michel parce que je trouve la comparaison tellement riche, mais ce n'est pas ces choses-là qui lui sont apparues ou qui l'ont nécessairement nourri. Chaque chemin d'auteur, de créateur est complètement et légitimement différent. C'est sûr que pour moi, ça part de l'intime. Puis est-ce que c'est égoïste de faire ça? C'est drôle, hier, je discutais avec une amie, puis on se posait cette question-là. Est-ce que c'est égoïste de partir de soi? Qu'est-ce que le monde en a à foutre de moi? T'sais? Fait que c'est ça. Moi, puis ça me questionne. Des fois, je me dis, faudrait-tu que je parte... il faudrait-tu que je parte de mon désir de dire la guerre, c'est mal? Comprends-tu ce que je veux dire? Mais je peux pas partir de là parce que si je pars de là, ça va être cliché ce que je veux dire. T'sais. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne réponse, là, de toute façon, puis une chance, là, mais ouais. C'est sûr qu'on peut, pour écrire, j'imagine qu'il y en a parmi les gens qui sont ici, qui sont des gens qui ont des démarches d'écriture. En tout cas, je le sais parce que les gens du département de littérature de McGill, il y en a plein là-dedans qui sont en création. C'est sûr qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise démarche.
Ben non. Par contre, il y a toujours est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ouais. Puis là, ben, tu peux avoir les meilleures idées au monde, puis ça marche pas, puis tu peux pas trop te prendre au sérieux, puis tu sais pas trop pourquoi tu mets le doigt sur quelque chose. Enfin, des fois, c'est assez surprenant la déconnexion qu'il peut y avoir entre les intentions et le résultat, parce qu'au final, c'est ce qu'il y a sur la feuille, ou en tout cas, c'est ce qu'il y a à l'extérieur de nous qui finit par être ce qu'on présente au monde. Puis peu Complètement. importe l'amour qu'on a mis dedans, des fois, ça marche juste pas, puis qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est sûr que de commencer par l'amour, ça donne, tu sais, par l'amour, ce que je veux dire, c'est par la sincérité, la recherche de soi. C'est sûr qu'on se donne plus de chances qu'il y ait une forme de vérité. Rencontre. Ouais, ouais, ouais. Mais puis une rencontre aussi, tu sais, puis je trouve que c'est particulier au théâtre, cette affaire-là. Tu sais, il y a tellement d'étapes avant de l'offrir. Puis il y a tellement d'intervenants aussi. Tu sais, un bon texte peut être donner un mauvais spectacle et vice-versa. Tu sais, fait que je pense qu'en plus, nous, comme auteurs de théâtre, on a cette zone où est-ce qu'on perd le contrôle. Tu sais. Puis puis je pense que j'ai, de façon très personnelle, j'ai eu de la chance parce que ça m'est jamais vraiment arrivé que le metteur en scène ne comprenne pas ce qu'il y avait entre les lignes. Parce que c'est surtout Mhm. ça, tu sais, comme c'est les parts de silence d'un texte, comment le metteur en scène va s'approprier ces parts de silence-là qui fait en sorte que le résultat, est-ce qu'à la fin, le spectacle va parler au public ou pas, tu sais. Puis ça, je trouve qu'on n'a pas le contrôle de ça comme auteur, souvent. Puis, puis c'est ce qui est fabuleux, je trouve. Ben, justement, creusons un peu ce côté-là. Tu sors de l'école, tu es chanceuse dans le sens où tes pièces sont rapidement prises par des gens qui s'y intéressent, elles sont produites. Comment tu vis ce rapport-là au milieu, ce rapport-là à un milieu qui prend les pièces, qui les produit, de la manière dont il fait? Bon, là, tu es en train de nous dire que pour toi, ça a quand même été harmonieux, ça s'est bien fait. Est-ce que pour toi, c'est difficile de laisser tes textes? Est-ce que tu restes proche de la production? Est-ce que tu as ton mot à dire? Si on te le demande, est-ce que tu veux le dire? Ben, en fait, c'est particulier. J'ai eu beaucoup de commandes. Je suis une autrice de commandes, hein, on peut se le dire. Là. Je veux dire, ceux qui se sont évaporés, je pense que c'est mon premier texte qui n'est pas une commande. Donc, ça change tout, je pense, à cette question-là. Parce que tu es nécessairement en dialogue constamment avec la compagnie. Mettons, ma première pièce, qui est 2 ans de votre vie, qui a été jouée quand je suis sortie de l'école, c'était une commande pour une compagnie qui s'appelle Les Biches Pensives, qui sont mes deux très, très grandes amies à moi. Et c'était Jacques Laroche, qui était mon amoureux à l'époque, le père de mon enfant, qui faisait la mise en scène. Donc, c'était pas du tout une affaire de les professionnels. J'envoie mon texte à des professionnels et je me retire. C'était un truc de famille. Donc, je pense que cet espace un peu familial de confiance absolue m'a vraiment aidé justement à développer quelque chose dans une espèce d'harmonie qui fait que je me trouve chanceuse, mais c'est parce que le dialogue était tellement libéré avec ces gens-là que j'ai jamais eu peur d'être dépossédée de ma parole parce on créait tout ça ensemble. T'sais. Le côté ensemble, il n'a pas été égratigné à cette époque-là, au contraire. Donc, comme c'est ma première production, mais je trouve que ça a quand même assis les choses pour aller, tu sais, Jacques Laroche, il a fait après ça d'autres mises en scène de mes textes. C'était vraiment, je me sentais en confiance. Jacques est plus âgé que moi, il me faisait un peu, il traçait un peu le chemin, puis tu sais, je pouvais être en dialogue avec lui. Donc, après, quand j'ai eu à rencontrer des nouveaux metteurs en scène et tout ça, ça a été comme un peu intimidant au début parce que j'avais plus cet espace-là de c'est de la famille, puis on crée un objet ensemble, tu sais. Mais c'est ça. Je suis quand même, pour la plupart du temps, très proche du metteur en scène pendant la création d'un spectacle. J'aime ça être là, j'aime ça discuter avec lui, j'aime ça réécrire. Je suis une autrice de salle de répète, tu sais. J'aime ça être en salle de répète, j'aime ça réécrire parce qu'on fait un spectacle ensemble, tu sais, c'est ça. Je vois pas l'écriture de théâtre comme quelque chose qui se passe de mon côté.
Pour moi, c'est quelque chose à laquelle on joue ensemble, puis on va trouver ensemble, puis je vais réécrire en entendant les acteurs, puis tu sais, comme cet aspect-là de salle de répète, tu sais, comme on construit quelque chose ensemble, est vraiment important pour moi, tu sais. Je vois pas du tout ça comme l'auteur dans son monde, puis après ça, les gens essayent de comprendre son monde. C'est vraiment pas comme ça que je vois ça, en tout cas, les premières créations d'un texte. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, mettons, j'avais un texte qui était joué en Suisse, puis le metteur en scène ne m'a jamais écrit, m'a jamais posé de questions sur le texte. Donc, quand je suis arrivée à la première devant le spectacle, j'avais quand même peur un peu et finalement, ça s'est avéré fabuleux. Le metteur en scène avait tout compris les interstices de mon univers, mais ça aurait pu être désastreux. Tu sais, mais c'est ça. C'est comme si je n'ai pas vraiment eu de mauvaise expérience à ce sujet-là. Ben, ça soulève un certain nombre de réalités que je trouve importantes dans le milieu du théâtre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a peut-être de façon romantique par rapport à l'auteur ou à l'autrice un imaginaire de personne qui est génial, puis qui décide, puis qui fait quelque chose, puis tout le monde autour prend l'objet, puis c'est génial, puis on y va. Tu sais, je veux dire, on a quand même une culture française assez forte. Les Français ont enterré leurs grands auteurs dans des palais. Tu sais, il y a quand même cette image assez intimidante. Alors que le théâtre, aujourd'hui, tel qu'il est pratiqué, moi je dis toujours, c'est un théâtre de metteurs en scène. Donc, c'est souvent les metteurs en scène, les metteuses en scène qui sont la véritable personne qui va décider de monter une pièce ou pas, de créer un spectacle ou pas. Il y a quelques auteurs, autrices qui sont à des postes de décision, mais même à ça, il va quand même falloir qu'à un moment donné, un metteur en scène ou une metteuse en scène prenne le texte et décide, oui, OK, je vois quelque chose, je peux faire quelque chose avec ça. Et je trouve que cette réalité-là est quand même très... elle forge beaucoup la manière de travailler. Donc, tout ce que tu mentionnes est complètement arrimé à ça, c'est-à-dire que tu ne peux pas juste débarquer avec ta pièce et dire « faites ça », c'est respecter les points, les virgules. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que juste au niveau structurel, c'est les metteurs en scène, les metteuses en scène qui sont au poste de décision, mais aussi parce que le théâtre développe une sorte de langage qui est scénique. Et donc, les auteurs, les autrices, on n'est pas ni des metteurs en scène, ni des scénographes, ni des rien. Et on ne connaît pas bien ce langage-là, en fait. Donc, on fait une sorte de prétexte. Et ensuite, on le négocie avec tout le reste de l'équipe à différents niveaux. Des fois bon, hein, il y a certains textes qui c'est assez clair. Il y a des textes, des fois, c'est carrément de la matière incompréhensible. Il y a tout sur cette espèce de continuum-là. Mais quand même, cette idée que le théâtre, plus que jamais, je dirais, même si je ne suis pas un grand historien du théâtre, là, mais je dirais quand même que le théâtre, plus que jamais, est un truc collectif. Oui. Pas nécessairement horizontal, parce qu'il y a quand même des fonctions, puis il y a quand même un metteur en scène ou une metteuse en scène qui est la personne qui décide au final. Mais le metteur en scène, c'est pas lui qui joue, tu sais. Puis c'est pas toujours des bons comédiens ou des comédiens de formation, puis c'est pas des scénographes, puis c'est pas des ci, puis c'est pas des ça. Donc, ça devient comme une sorte de chef d'orchestre qui sait s'entourer, puis ben, sans cette espèce de travail d'équipe, il n'y a pas vraiment le théâtre tel qu'il se fait aujourd'hui, en tout cas. Complètement. Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. C'est drôle, puis j'ai l'impression que ça appartient aussi beaucoup au Québec. C'est peut-être un peu glissant là, ce que je vais dire, mais je suis allée travailler en France pendant 2 semaines, il y a 2 ans, sur ceux qui se sont évaporés, justement, avec une classe d'acteurs puis un metteur en scène. Puis le texte est en écriture. Donc, moi, je les comme c'était un labo autour de la matière, puis on cherchait ensemble. Tu sais. Puis eux, ils n'avaient jamais travaillé comme ça avec un auteur dans la salle de répète qui fait ah oui, OK, toi, tu dis ça, OK, je vais le réécrire comme ça. C'était vraiment pas comme ça. Même normalement, les auteurs, on leur parle pas trop, tu sais, puis c'est exactement ce que tu nommes, là, tu sais, comme des gens qui sont dans une espèce de bulle inatteignable. Tandis qu'ici, il n'y a pas ça. En tout cas, de ce que j'expérimente, l'auteur n'est pas... c'est quelqu'un... C'est un mécanicien comme un autre. Ben, quasiment, tu sais. En tout cas, moi, je préfère le voir comme ça parce que je trouve que ça crée des vrais spectacles. Tu sais, ça crée vraiment genre, OK, on cherche ensemble à créer quelque chose. Tu sais. Donc, mais je ne sais pas si c'est peut-être mon expérience en France qui me fait dire ça, mais j'ai quand même l'impression qu'au Québec, on est particulièrement, les auteurs sont particulièrement actifs dans la salle de répète. Puis moi, j'adore ça.
C'est vrai qu'en France, il y a cette réalité-là. Ils sont très, très coincés avec l'imaginaire de l'auteur. Victor Hugo, là, ça, c'est à eux. Ils travaillent avec ça sur leurs épaules. Victor Hugo, Victor Hugo. Nous, c'est Michel Tremblay. Tu appelles Michel, puis il dit allô, comment ça va? C'est vraiment pas le même genre de réalité. Je dirais par contre que c'est pas juste québécois. Ça, c'est notre côté américain. C'est sûr que les Américains sont comme ça. Les auteurs sont vraiment considérés comme des mécaniciens dans toute la logique anglo-saxonne. Mais par exemple, les Belges aussi fonctionnent comme ça. C'est vraiment la France qui semble être un peu coincée dans cette hiérarchisation des rôles et tout ça. Donc, effectivement, nous, on est comme un peu moitié-moitié, un peu hybride entre le côté très, très... parce qu'on n'est pas non plus complètement américain. Tu sais, les Américains, c'est vraiment à ta page 10, tu as ton élément déclencheur, puis à ta page 15, tu as un retournement, puis à la page 37, si je ne sais pas c'est quoi le problème de ton personnage, ça ne marche pas. Puis, tu sais, eux autres, c'est carrément la structure qui guide, puis c'est comme une structure qui est comme un canon, des canons de structure. Alors que les Européens, ou en tout cas les Français, c'est vraiment non, je suis un génie, dites-moi pas comment faire. Exactement. Puis ma Mais vision du monde est tellement intéressante. que tout ce que je fais va être bon. C'est ça. C'est ça. Mais donc, nous, on est comme entre les deux. Il y a un côté très américain dans lequel on partage, dans lequel on essaie de se structurer, de demander aux autres. Mais il y a aussi un côté comme, tu sais, nous, on a fait l'École nationale, on a eu un cours de structure, mais on ne s'est jamais fait comme, je ne sais pas moi, se faire passer l'antidote de la structure, là, tu sais. On ne s'est jamais fait faire ça. Donc, il y a aussi cette recherche d'un langage nouveau, contemporain, qui a sa propre forme, qui peut un peu se tromper, s'égarer des fois, mais qui a besoin d'exister pour dire quelque chose d'original. Oui, complètement. Très, très particulier au théâtre. Dis donc, Rebecca, tu as écrit pour le jeune public quand même, puis tu nous as dit même que ça a été tes premières armes au professionnel. Dis-moi, est-ce que tu fais une grosse différence entre écrire pour le jeune public et écrire pour pas le jeune public? Qu'est-ce que c'est le jeune public? J'en fais aucune, je te dirais. Malheureusement, des fois, parce que des fois, je me fais dire, oh, cette réplique-là, on ne peut pas dire ça aux enfants. Pour moi, ça demande exactement la même rigueur, et sinon plus, ben, la rigueur formelle, la rigueur de ce que je dis. Puis je me rends compte que j'écris pour le jeune public seulement quand on me dit, ah, c'est trop long, les autobus, ils vont partir après 1 heure. Tu sais, là, tu fais, oh! Je peux pas penser à ça! Mais sinon, pour moi, c'est pas... non, je fais pas de différence, pour vrai. J'en fais pas. Je pense que c'est les compagnies, parce que, encore une fois, je travaille beaucoup, beaucoup par commande, là, comme avec le Clou, par exemple. Avec Je suis William, Sylvain m'avait commandé une pièce sur l'adolescence de William Shakespeare. Puis là, tu sais, tu fais, ben, ça me fait penser, OK, je vais faire un lien avec ce que tu nommais par rapport au chevalier de tantôt. Là, je boucle la boucle du chevalier. Mais pour être honnête dans cette démarche-là, quand on me demande d'écrire une pièce sur l'adolescence de William Shakespeare, je peux pas juste me dire je vais inventer une adolescence à William Shakespeare, je connecte à rien, je m'en fous. Je peux pas me dire ça. Il faut que je trouve le chemin de connexion, même si c'est pour des enfants, même encore plus parce que les enfants, ils sont tellement pas dupes. Je te dirais que c'est le public le plus honnête, le plus intéressant à ce niveau-là, parce que, comme je disais tantôt, tu l'as directement. Donc, avec Je suis William, il a fallu que je me trouve mon chemin de connexion et je me suis imaginée être une jeune fille à l'époque de William Shakespeare et que me serait-il arrivé si j'avais voulu écrire à cette époque-là? Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon chemin de connexion. Et tout ça pour te dire que cette rigueur-là, d'honnêteté, puis de clarté et de qualité, je dirais, est exactement la même pour moi qu'avec le théâtre pour adultes ou tout public. Là. Donc, c'est ça, c'est l'affaire de l'autobus. C'est la seule chose qui change. Parce que c'est vraiment plate, mais genre, il faut vraiment que ça soit 1 heure, puis c'est comme... Puis après, le cahier, mettons, de médiation culturelle,
Il ne faut pas que je pense à ça. Il ne faut pas que je pense à ça, sinon c'est là que tu deviens très didactique, puis voici ce que j'ai besoin de dire aux enfants. Alors que pour moi, les enfants, ils sont aussi intelligents que les adultes. Ils sont capables de comprendre les silences, ils sont capables de comprendre les subtilités, puis c'est important de les considérer comme ça. D'autant plus que maintenant que j'ai une fille de 9 ans, je le vois quand il y a quelque chose qui essaie d'être trop didactique avec elle, elle va pas s'y intéresser. Donc, voilà. Lise Gionnet, qui est la directrice artistique du théâtre de quartier, on faisait un projet ensemble, puis elle me disait, les enfants, c'est sauvage. Un groupe d'enfants, c'est sauvage. Ils vont rien te laisser passer, ils vont rien te pardonner, ils vont pas s'excuser. C'est comme tu peux pas tricher avec eux, ils vont te le dire assez vite que ça marche pas. Ça demande une rigueur de fou. Mais c'est parfait. C'est parfait. Moi, j'adore ça. Oui, tout à fait. Mais aussi au Québec, on a comment dire, on a un milieu de théâtre jeune public qui est extrêmement développé. Les spectacles québécois voyagent à travers le monde, sont traduits. On est très, très réputé pour ça, entre autres, je pense, parce qu'on prend ça très au sérieux. Oui. Quand tu dis en Suisse que tu fais du théâtre jeune public, là, tu te fais regarder comme si tu faisais pas vraiment du théâtre, ma pauvre. Alors qu'ici, c'est comme pas du tout ça. Là. Je pense qu'effectivement, cette réputation-là qu'on a, c'est parce qu'on le fait pour vrai. On le fait pas. C'est ça, on le fait pour vrai. Tout à fait. Mais moi, je pense qu'il reste encore un stigmate, même ici. C'est-à-dire que, ouais, moi, je sens quand même qu'il y a un stigmate. C'est comme, tu sais, regarde juste le prix Louise Lahaye, c'est moins d'argent que le prix Michel Tremblay. Tu sais, mais c'est meilleur texte jeune public, moins d'argent que le meilleur texte pour adultes. Tu sais. Donc, la moitié moins. Donc, c'est quand même, ça dit quand même, OK, c'est comme la moitié moins de travail, la moitié moins de reconnaissance, la moitié moins. Donc, il y a quand même une affaire là. Il y a aussi, je pense, le fait que des fois, les compagnies qui créent du jeune public, c'est vraiment la compagnie, dedans, il y a l'auteur, dedans, il y a le metteur en scène, dedans, ils ne sont pas nécessairement super ouverts à tous les autres créateurs, créatrices. Ça a tendance des fois à donner le goût au reste du milieu de dire, ben oui, vous avez des publics captifs, vous faites vos petites affaires parce que les enfants, ce n'est pas eux qui décident quel show qu'ils vont voir, puis ben, vous vous donnez de la job à vous-même. Il y a quand même un stigmate là-dessus où est-ce que le théâtre jeune public continue quand même d'être une affaire qui est un peu en marge du grand milieu qui se rassemble pour aller voir les premières. Tu sais. Je trouve que, tu sais, mettons, quand on va à la maison de théâtre voir les premières de théâtre, on est les auteurs qui en écrivent, qui ont le goût d'aller voir ce que les autres ont fait, mais il n'y a pas du tout le même milieu. En tout cas, moi, je sens qu'il y a encore un stigmate. Tu as vraiment raison. Puis en plus, je pense qu'on n'est pas beaucoup à écrire pour les deux, hein, jeune public ou adulte. Souvent, un auteur il va être caractérisé d'auteur jeune public comme si tu ne pouvais pas, comme ça ne prenait pas les mêmes qualités. Alors que moi, je considère que c'est complètement faux, mais bon, c'est ça. On n'est pas beaucoup. Toi, tu écris aussi pour le jeune public. Ouais. David Paquet fait les deux, mais après. Jean-Philippe Lehoux, enfin, il y en a, Martin Bellemare, il y en a beaucoup, surtout les gens qui sont passés par l'école. On a fait ça. Puis, comme tu l'as dit, c'est une bonne façon de gagner sa vie. C'est-à-dire qu'un spectacle pour adultes, tu vas l'écrire gratis, puis il va jouer 20 fois, dépendamment dans quelle salle, tu vas faire entre 5 et 10 000 tu ne peux pas comme monter 4 pièces majeures par année puis gagner ta vie de même. Par contre, tu écris une pièce jeune public, on va souvent te subventionner ou te payer pour l'écrire. Puis ensuite, elle va jouer 250 fois. Donc, dans des salles, des fois, où il y a 600 personnes, que ça change vraiment. En tout cas, pour beaucoup d'auteurs, c'est une façon de vivre. Puis de ne pas non plus se sentir obligé d'avoir 4 pièces qui jouent au théâtre d'aujourd'hui par année, ce qui est impossible. On ne peut pas avoir Rebecca Desraspes au théâtre d'aujourd'hui, au Katsu et à l'usine C dans la même année. Fait qu'à un moment donné, ça devient. Faut trouver des façons. Exact. Dis-moi, Rebecca, avant que j'ouvre les questions à tout le monde qui est ici, une question un peu difficile. OK. Si tu ne veux pas y répondre, ou si tu sens que c'est pas que tu ne sais pas répondre à ça, que tu ne veux pas, c'est tout à fait le droit. Mais j'ai quand même envie de te la poser. Qu'est-ce que tu penses que le théâtre fait dans la société? À quoi ça sert?
Je vais donner ma réponse, OK? Ça ne sera pas une réponse si... En tout cas, ma réponse à moi. Et d'autant plus en ce moment, avec toute cette solitude-là qu'on accumule depuis un an, là, mais pour moi, c'est la question du être ensemble pour vrai. Cette question-là, comme de se rassembler dans une salle de spectacle, puis on est ensemble pour vrai. On est libéré de les téléphones, l'écran, le machin. Il y a quelque chose pour moi qui est de l'ordre de la dissidence là-dedans. C'est comme un espace qui est, qui est d'autant plus précieux aujourd'hui parce qu'on consomme beaucoup, beaucoup de choses à travers les écrans. Là, c'est un peu cliché ce que je dis, mais je le pense quand même. Mais que cette espèce de moment-là où est-ce qu'on est ensemble puis oui, tu sais, des fois, on peut se sentir coincé dans une salle de spectacle. Ça m'arrive souvent de me sentir coincé, de me dire, mon Dieu, j'ai hâte de sortir d'ici. Mais même juste ça, même juste cet état-là d'être quelque part avec des gens, de vivre quelque chose avec des gens, aujourd'hui, là, je nomme ça aussi après un an de pandémie, mais quand même, il y a quelque chose de là-dedans, en tout cas, qui, moi, me touche vraiment beaucoup. Donc, j'ai l'impression que le théâtre est quand même un espace assez précieux à cause de ça, parce que c'est un espace où est-ce qu'on va être ensemble. Donc, je te dirais que ça, il y a quelque chose là qui est une partie de ma réponse. Et je trouve aussi, là, je reviens beaucoup avec cette affaire-là d'empathie, mais c'est important pour moi. Je trouve que le théâtre nous apprend un peu l'empathie. Nous apprend à être à l'écoute d'une individualité ou à l'écoute d'une façon de percevoir le monde. Et c'est un exercice qui demande de l'empathie et qui crée de l'empathie. Je ne sais pas si tu me suis, là, comme il y a quelque chose là-dedans pour moi qui nous oblige à être touché par l'autre. Ou à ne pas l'être, mais en tout cas, on te met dans une espèce de position où est-ce que tu es en contact avec l'autre. Puis ça, je trouve ça assez précieux aussi. De plus en plus, le manque d'empathie, de bienveillance, de nuance est de plus en plus présent. J'ai l'impression que le théâtre nous permet l'exercice de ça. Comme un entraînement, c'est comme un entraînement à être humain. Oui, je pense. Ben, ce serait une partie de ma réponse, là. Mais tu parles de la pandémie. Pour moi, c'est pas la pandémie. Pour moi, la pandémie ne crée pas soudainement. Les solitudes, bien sûr. Non, c'est ça. Puis, en fait, ça fait juste nous faire constater de manière encore plus épidermique l'importance de cette dimension-là du théâtre, qui est proche pour moi des fois de la messe, là, au sens où effectivement, on ferme les téléphones, on ferme, puis on écoute quelque chose, puis c'est pas quelque chose qui essaie toujours de nous séduire non plus, ce qui est quand même rare quand on est dans notre quotidien. On dirait que tout essaie tout le temps de nous séduire, de nous vendre des trucs, de nous... ou en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de la fiction, là, tout ce qui est de l'ordre de OK, on va demander à du monde de produire un truc, bien, ça sert à vendre ou ça sert à divertir. Puis, je ne dis pas que le divertissement, c'est le mal, là, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de mécaniques du divertissement qu'on utilise dans la fiction, dans l'écriture, dans le théâtre. Mais quand l'objectif est quand même, ben, je trouve ça intéressant la manière dont tu le dis, une sorte d'entraînement à l'empathie. Il y a comme quelque chose qui nous je sais pas, qui est tellement précieux, qui est tellement précieux. Oui, complètement. Puis après, tu sais, je pourrais bien parler de tout l'aspect politique du théâtre, puis ça aussi, c'est vraiment, vraiment important. Bien sûr que l'auteur dans sa cité, tu sais, tantôt, on disait c'est plus là, mais c'est encore là. Il y a du théâtre qui prend parole politiquement, qui effectivement va changer des parties du monde. Puis il y a tout cet aspect-là, mais tu sais, comme pour rester quand même cohérente avec ce que je dis depuis tantôt, moi, ce qui m'apparaît essentiel au théâtre en ce moment, du théâtre en ce moment, c'est ce rapport-là à l'autre puis à l'humain. Mais moi, je trouve, Rebecca, que c'est quand même, ce que tu dis là, c'est quand même prendre parole. Oui. C'est-à-dire que pour moi, prendre parole, surtout par la fiction, c'est pas nécessairement dire exactement ce que je suis en colère contre telle affaire. Sinon, tu fais un pamphlet, c'est une façon de prendre la parole aussi, bien sûr, mais nous, on fait du théâtre. Puis pour moi, quand tu dis quelque chose comme
que tu t'obliges à être empathique, que tu t'obliges à passer par un côté qui est personnel, mais pas parce que tu veux, toi, parler de toi, mais parce que tu veux être certaine de toucher à quelque chose de vrai, d'humain, de sensible. Ça, pour moi, c'est une prise de position politique dans la cité. Oui. Dire que la cité en a besoin comme d'un élixir, c'est vraiment prendre position dans la cité. Après ça, peut-être la question qui demande à être précisée, c'est OK, mais donc, avec cette prise de position-là, que peut-on espérer du théâtre tel qu'il se fait aujourd'hui? Ou est-ce que, par exemple, le fait que, je sais pas, on écrit sur des pièces, il y a 2000 personnes qui viennent, est-ce que ça, c'est dommage ou c'est pas grave? Ou, mais ça ne change pas la prise de position dans la. Pour moi, en tout cas, c'est très politique. C'est Oui, très politique. complètement. Oui, oui. Ben, écoutez, si vous avez envie de poser des questions à Rebecca, j'aurais le goût d'ouvrir à vous. Donc, gênez-vous pas. Comme je vous ai dit, vous pouvez lever la petite main qui est à côté de vous dans l'onglet participants. Et puis, je pense que c'est ça, Camille. Hein? Je ne le vois pas, moi, la petite main, par exemple. J'ai-tu. Est-ce que vous la voyez? Dans Non, moi? en bas de votre écran, avec réaction, si vous cliquez, vous allez voir lever la main. Ah, super. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Je suis super prête. Vas-y, Tristan. Bon, alors, premièrement, merci. C'était vraiment intéressant. J'ai manqué les quelques petites dernières minutes, alors peut-être que ma question va revenir un peu à quelque chose qui a déjà été dit. Mais moi, je m'interroge par rapport à votre rapport avec les comédiens. Oui. En ce sens que vous n'êtes pas nécessairement, je pense que vous n'êtes pas nécessairement metteur en scène, le passage des mots, de votre imaginaire, puis un peu, on pourrait dire, de votre spiritualité, puis qu'ensuite de ça est traduite par les comédiens qui physiquement, ils sont là et tout. Puis je me demandais juste, comment pour vous, mettons, votre premier regard sur ça, puis je sais que vous avez expliqué que vous participez quand même à la création et tout, mais votre premier regard, une fois que c'est monté, c'est fini, comment ça se passe pour vous? Ben, pour moi, un comédien, c'est un comédien qui me dit « Hey, cette phrase-là, je ne suis pas capable de la dire. » Pour moi, il faut absolument, j'ai l'impression, après l'avoir essayé, là, des fois, après 5-6 fois, la personne trouve la façon de le dire, mais si tu n'es pas bien avec les mots, si tu n'es pas bien avec comment le chemin que ça a à l'intérieur de toi puis dans ta bouche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais réécrire la réplique. Pour moi, c'est comme je le nommais tantôt, c'est très, très important, ce rapport-là au comédien. C'est très important qu'il soit capable de prendre le texte puis de l'avoir dans leur bouche. T'sais. Donc, première chose. Deuxième chose, ça dépend des projets, bien sûr, mais j'ai beaucoup écrit pour des acteurs en sachant qui allait jouer les choses. Donc, ils sont tout le temps là. Pour moi, c'est très, très rare que j'ai écrit un texte sans savoir qui allait le jouer. Donc, ils sont toujours là. Je les vois exister dans mes répliques. Je les entends. Vraiment pour eux que je fais ça. C'est rare que c'est pas dirigé envers une personne. Puis après, c'est drôle quand ton texte est rejoué dans une autre langue ou dans une autre production. Puis là, tu vois d'autres acteurs qui le prennent en charge, mais c'est pas pour eux que ça a été écrit. Il y a quelque chose, de particulier là-dedans parce que c'est vraiment, j'ai des gens dans ma tête quand j'écris. Vraiment, vraiment. Je pense pas que ça soit tout le monde qui soit comme ça, mais pour moi, c'est vraiment important. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question, mais c'est ça que Ça répond super bien, oui. Merci. Juste avant de donner la parole à Cyrine, quand vous posez votre question, peut-être gardez après ça votre main levée, juste pour que Rebecca puisse vous voir. Hein? Je pense que Rebecca, Tristan, en baissant sa main, il est disparu. Ben non, je le voyais, Tristan. Ah, tu le voyais? Ah, OK. Laissez faire alors. Excusez. Vas-y, Cyrine. Je t'entends pas. Tu devrais avoir en bas à gauche, Cyrine. Ah, ouais. Ah, on ne t'entend pas pour autant, par exemple. Non, hein? Par contre, c'est démuté, donc
ça serait ton micro, comme si tu n'avais pas de micro, en fait. Ah, c'est dommage. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire, Cyrine? Tu vas écrire ta question dans le chat, puis on va la lire. Ça te va-tu? Est-ce que tu m'entends, Cyrine? Écris ta question dans le chat. Tu as juste à aller en bas, tu vas voir chat. OK. Pendant que Cyrine écrit sa question, est-ce que quelqu'un aurait une autre question pour Rebecca? Oui, iPhone. Oh, pardon, refusé. Salut, je suis arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe. Merci beaucoup, Rebecca, pour la belle conférence. Je m'appelle Florence, entre autres. Allô. On a abordé l'aspect du théâtre jeune public, puis je me demandais, c'est souvent des shows qui sont conçus pour la tournée. Est-ce que ça influence la façon dont tu écris? Est-ce que ça influence la façon dont tu écris? Comment ça l'influence? C'est une bonne question. Je te dirais que ce qui influence, c'est que c'est des shows qui sont pour des fois maximum 3 acteurs. C'est surtout là que ça influence quelque chose. Parce que comme ils veulent détourner à plus que 3 acteurs, c'est extrêmement cher. Mais sinon, au niveau de... Moi, j'ai travaillé avec des metteurs en scène assez imaginatifs pour créer des décors pas trop lourds, pour créer tout un système de spectacle pas trop lourd. Mais moi, au niveau de l'écriture, habituellement, ça ne me bloque pas pantoute. Du tout, en fait. Je pense même pas à ça. Je pense juste aux autobus. Mais c'est quand même une question intéressante parce que la réalité parce qu'on parle du jeune public, puis pas trop de comédiens, puis tout ça, mais cette réalité-là est souvent là aussi, même dans les grands théâtres institutionnalisés. Donc, il y a toujours le fait qu'on va te dire, oui, OK, ben, dans un théâtre, on va peut-être monter à 5, mais là, si tu as 6 personnages, 7 personnages, 8, là, ça commence à être extrêmement difficile, surtout si en plus tu veux un décor et tout ça. Puis le théâtre au Québec a un petit peu développé ses infrastructures ou sa façon de fonctionner dans comment dire, à une époque de théâtre populaire, là, où est-ce que les gens ils s'en vont aussi s'en faire mettre plein la vue. Fait qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu difficile de présenter une pièce qui n'a pas un décor. Quand vous allez au TNM, vous allez voir toutes les pièces, il y a un décor. Puis ça fait partie de comme cette idée qu'au théâtre, on veut aussi comme un bateau qui coule en flammes dans l'eau. Puis tu sais, ça a été ça le théâtre pendant longtemps. Ça l'a été au Québec dans les années 60, 70. Ça a été gros. Puis on est encore avec ça. Donc en ce moment, le théâtre veut présenter quelque chose de riche, si on veut, là, qui est gros, qui prend de la place, mais on n'a pas toujours les moyens. Donc, ça reste quand même une affaire que si tu écris une pièce à 10 personnages, tu as moins de chances d'être programmé. Pas mal moins de chances, oui. Ça devient comme une espèce de truc où est-ce que tu dis, ben, si j'écris un monologue, j'ai vraiment plus de chances que ça soit programmé, j'ai plus de chances que ça parte en tournée. Donc, tu sais, c'est des considérations qui sont vraiment pas pures, mais qui sont là. Tu sais, on se le cachera pas. Dans le sens que quand tu écris du théâtre, l'idée, c'est que ça soit joué, parce que c'est ça l'ultime objectif, c'est que ça soit présenté à quelqu'un, c'est d'entrer en dialogue, parce que pour moi, le théâtre, c'est un dialogue. Fait que si tu restes avec ton texte, c'est pas mieux, je trouve. Ben oui, non, c'est très, très... mais en fait, la question de la pureté, je trouve que c'est quand même aussi une question de laquelle il faut se méfier, c'est-à-dire... on n'est jamais libre, jamais, jamais libre. Quand on peut faire tout ce qu'on veut, on ne fait rien. Ça fait un grand vide. Il faut des contraintes. Puis c'est sûr que des fois, les contraintes, quand c'est genre Hydro-Québec qui débarque et qui dit « parle pas contre Hydro-Québec », c'est peut-être un peu lourd. Mais des contraintes il y a moins de monde, il y a moins d'argent, c'est aussi des contraintes qu'on peut prendre de manière très créative. Complètement. Je veux bien le dire parce que, par exemple, des fois, il y a des spectacles au FTA qui débarquent, qui viennent d'Allemagne, de structures qui ont des dizaines de millions d'euros par année pour fonctionner. Et ils sont capables, eux, de combiner une grande maîtrise, une grande intelligence, une grande sensibilité et énormément de moyens. Et laissez-moi vous dire que quand toutes ces choses-là arrivent ensemble, c'est absolument fabuleux comment ça peut
déménager. Donc, ici, c'est dommage des fois qu'on n'ait pas les moyens non plus d'aller jusque-là. Mais par contre, je me méfie de cette notion de un peu pureté, de comme dire, ah oui, mais là, il faut que je prenne en considération des affaires de décor. Oui, mais ça oblige aussi à être créatif, ça oblige aussi à trouver des réponses. Puis ça j'y tiens beaucoup parce que c'est quand même un discours un débat qu'il y a dans le milieu du théâtre, des fois, sur la question de la pureté. Puis je ne suis pas très puriste. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, comme je disais, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de commandes. Puis le fait d'écrire pour la commande, ça vient avec des contraintes. Puis pour moi, ça a été hyper fertile. Oui, tout à fait. Alors, je vous lis la question de Cyrine. Excusez-moi pour les problèmes d'audio. Merci beaucoup, Rebecca, pour ce partage vraiment inspirant. Je me demandais, si avant d'aboutir à l'école de théâtre et après avoir quitté votre ville natale, entre-temps, à quoi ressemblait votre parcours? OK. Quand je suis arrivée à Montréal à 16 ans, 17 ans, je suis allée au Conservatoire La Salle, qui est Feu Conservatoire La Salle. C'est un cégep qui n'existe plus. En art de la parole, ça s'appelait le programme. Ouais. Et j'ai fait un peu de théâtre, puis un peu de radio. Puis c'était bien le fun. Puis après ça, je suis partie, là, je vous raconte ma vie. Je suis partie en Suisse garder des enfants. Puis je suis restée là-bas comme 2 ans de temps à me questionner sur ce que j'allais faire de ma vie parce que là, je savais que j'allais pas être comédienne parce que j'avais, à l'école, au Conservatoire La Salle, j'ai fait une crise d'angoisse sur scène à un moment donné. Et je me suis, tu sais, comme, je sais pas si vous connaissez un peu l'anxiété, mais souvent, tu vas éviter l'élément qui a déclenché ta première crise de panique. Donc, je me suis mis à éviter la scène et le théâtre. Et j'étais complètement perdue parce que c'était ça que je faisais dans la vie. Là. Il n'y avait rien d'autre. Moi, je voulais être actrice, puis c'était ça. Donc, quand je suis revenue de ce 2 ans de voyage, je suis allée à l'université en création littéraire. Et là, dans le programme de création littéraire, il y a eu un programme d'écriture un cours d'écriture dramatique. Et là, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait écrire du théâtre. Tu sais, je disais, oui, en regardant La langue des chiens de roche, mais aussi en ayant ce cours-là. Et j'ai compris qu'on pouvait écrire du théâtre, puis j'ai fait, non, mais c'est ça que je vais faire, en fait, parce que l'écriture faisait partie de ma vie quand même depuis toujours, mais j'avais jamais compris le théâtre puis l'écriture, ça pouvait se marier, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai compris. Puis là, dans ce cours-là, j'ai écrit des textes que mes amis acteurs jouaient dans des petits cabarets, dans des bars. Puis j'ai décidé de m'inscrire au programme d'écriture à l'école. Et pour m'inscrire, pour appliquer, il fallait écrire une pièce de 45 minutes. Ça a été ma première pièce que j'ai écrite. Je n'avais jamais écrit de pièce de ma vie. Et je n'ai pas été pris. J'ai été pris au stage. C'était déjà très encourageant, mais je n'ai pas été pris à l'école. Mais je savais, par exemple, que c'était ça que je voulais. Donc, l'année d'après, je suis allée en scénarisation à l'UQAM. Puis j'ai travaillé sur ma 2e pièce de théâtre qui allait être la pièce qui allait me faire rentrer à l'école. Voilà. Geneviève? Bonjour. Bonjour, ça fonctionne? Oui. Bon. J'aime vraiment beaucoup ce que tu écris. J'avais un projet au mois de mars, puis j'ai vraiment lu plein d'autrices québécoises mais finalement, COVID oblige, j'ai dû mettre ça de côté. C'était des capsules vidéo. Je voulais savoir, parce que c'est ça, tu as étudié pour être comédienne. Au début, c'est ce que tu voulais faire. Là, tu me dis que quand tu écris, des fois, tu as des comédiens en tête. Est-ce que ça t'arrive des fois d'écrire puis de vouloir jouer un de tes personnages? Y a-tu un personnage que tu fais comme c'est comme moi, Gamette, là, 2 ans d'affilée, je me suis inscrite aux auditions chez Duceppe. Puis je voulais donc jouer un d'extrait de Gamette. Ça a été coït interrompu. J'ai jamais pu le faire. On n'a jamais été pris, moi puis ma collègue. Mais est-ce qu'il y a un personnage que tu dis que tu aurais aimé le faire? C'est drôle parce que oui, ça m'arrive tout le temps. Puis là, tu sais, ça devient de plus en plus problématique parce que je fais comme, ben là, en fait, j'en ai plus de problème d'anxiété, je veux jouer. Mais puis c'était ça mon rêve. Tu sais, fait que c'est sûr que ça revient. C'est dur. Ça m'est jamais arrivé dans une pièce de me dire, je voudrais jouer à la place de l'actrice ou de l'acteur qui le joue. Ça m'est jamais arrivé parce que, comme je disais, j'ai des gens en tête quand j'écris. Mais l'année passée, j'ai eu une carte blanche à la Licorne
Et j'ai décidé de m'assumer puis de faire, je vais être 1 heure et demie sur scène. Je vais faire mes combats de mots. Je fais des combats de mots des fois à Plus on est de fou, plus on lit. Je vais faire ça, puis je vais faire des affaires, puis je vais juste être sur scène pendant 1 heure et demie. Et je me suis jamais sentie autant sur mon X de toute ma vie. J'étais tellement bien. Fait que là, je me suis dit, mon Dieu, il va falloir que je gère ce problème-là un jour. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie qui se réalise. Le problème, c'est que pour jouer au théâtre, je considère qu'il faut une formation. La respiration, tout, c'est vraiment, je considère qu'il faut une formation. Donc, je ne me sentirais pas si à l'aise que ça de prendre un de mes personnages puis de le jouer, mais de façon peut-être plus en mon nom. C'est comme Rebecca prend le micro et parle. Ben, comme quand tu fais des petites capsules là, où tu expliques un mot. Là, exactement. J'ai trouvé un petit peu mon chemin en me permettant des prises de parole plus personnelles comme ça. OK. C'est aussi une réalité, je pense, du milieu du théâtre, en tout cas d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu plus de porosité entre les rôles. C'est un petit peu moins hiérarchisé, bloqué, tout ça. Puis on se retrouve souvent comme auteur ou autrice. On se fait demander effectivement de parler à la radio, de faire des trucs, de prendre. Tu sais, je pense à David Paquet qui est là avec nous aujourd'hui, qui fait ses papiers manchés, ou est-ce que là, il fait des spectacles de poésie slam, ou que c'est lui qui livre lui-même ses textes. Donc, évidemment, il y a une sorte de sincérité, une vérité qui sort de ça parce que c'est toute sa langue avec sa personne. Donc, il y a quelque chose qui vient de ça, même s'il n'y a pas de formation de comédien à proprement parler. Donc, ça ouvre des possibles. Mais effectivement, juste débarquer comme ça ou dire jouez ma pièce, mais vous devez me prendre, ça devient un petit peu peut-être malaisant. C'est parce qu'il faut vraiment, je pense qu'il faut une formation, tu sais, comme pour assumer ce que ça demande comme projection vocale, comme tout ça, là, comme, quand même bien que la personne est juste, si on ne l'entend pas, puis ça va être problématique. J'ai l'impression que ça pourrait être malaise, mettons. Mais, oui, tout à fait. Je me suis dit, à un moment donné, à 30 ans, je retourne à l'école de théâtre pour jouer, en jeu, mais je ne l'ai pas fait. Dommage! Oui, Maëlle. Bonjour. OK, premièrement, merci pour cette belle conférence. C'est super intéressant et moi, je suis passionnée. Je vais me présenter. Je m'appelle Maëlle. Moi, je suis en interprétation théâtrale première année au cégep de Saint-Hyacinthe. Et j'avais une petite question. En fait, Rebecca et Étienne, je pense que les deux, vous allez pouvoir répondre. Moi, je me demandais, en tant qu'auteur, qui a une formation d'auteur, vous pensez quoi des comédiens qui, en sortant de l'école de théâtre, beaucoup plus tard dans leur carrière, décident d'écrire une pièce et de la monter et de jouer? Est-ce que vous pensez que ça prend nécessairement une formation d'auteur pour pouvoir écrire? Oh, vous allez comme quitter. Pour pouvoir écrire? C'est drôle parce qu'à l'école de théâtre, les auteurs à l'École nationale, ils ont un cours d'écriture et tout. Tu sais, c'est vraiment très, très encouragé, je pense. Moi, honnêtement, j'ai rien contre ça. De façon très... j'ai rien contre ça. Il faut, par contre, que la personne le fasse pour les bonnes raisons. Dans le sens où, si c'est juste parce que tu veux te donner un rôle, mais que tu n'as rien à dire ou qu'il n'y a pas, tu sais, comme pour moi, des fois, je me demande, mais qu'est-ce que c'est le propos, là, de façon pragmatique, là, c'est quoi le propos? Tu sais, des fois, ça, mais sinon, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Je ne sais pas, toi, Étienne, comment tu te sens par rapport aux acteurs qui écrivent, là, mais moi... Non, mais comme je disais, on vient au théâtre très, très tard. Puis on est souvent, c'est une épreuve, c'est difficile, ça ne coule pas dans notre sang. Et au contraire, les interprètes sont des gens qui vont faire, à mon avis, des bons auteurs ou des bonnes autrices parce qu'ils goûtent, ils touchent, ils en font pendant 4 ans, ils en ont de la tête aux pieds. Et donc, au contraire, ils comprennent même souvent bien mieux que les auteurs et les autrices de l'École nationale de théâtre qu'est-ce que c'est un comédien. Qu'est-ce que c'est un texte, qu'est-ce que c'est un personnage, puis qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche. Nous, on débarque, on sort de nos cours de littérature de l'UQAM, puis on s'en va à l'École nationale, puis on veut être bien intelligent, puis écrire des grandes idées. Mais ça demande plus d'empathie, comme si je reprends la façon de le nommer de Rebecca. Puis ça, souvent, je trouve les interprètes, au contraire, ils sont très bien placés.
Donc, moi, je coach beaucoup de gens qui veulent écrire. Il y en a beaucoup je remarque que quand c'est des gens qui ont d'abord une formation d'interprète, ça leur donne vraiment beaucoup d'armes, beaucoup d'outils déjà en partant. Ouais. Puis moi, ça ne m'importe pas tant les formations, au sens où je suis assez d'accord avec Rebecca que tu ne peux pas t'improviser. Il faut que tu te méfies si tu as du pouvoir de t'en servir pour te donner un rôle. Sauf qu'en même temps, tu sais, fait que là, ça serait plus genre, moi, je suis bien connu comme metteur en scène, on va dire, mais je suis super poche comme comédien, mais je suis tellement puissant dans le milieu que personne ne va jamais me le dire. Fait que je m'engage moi-même, puis personne ne dit rien. Là, il y a un problème. Mais que des gens décident, puis tu sais, Rebecca disait, si tu n'as rien à dire, je comprends ce qu'elle veut dire, mais en même temps, moi, ça m'arrive souvent d'avoir rien à dire, puis de chercher qu'est-ce que je veux dire, puis quelque part, il peut y avoir aussi une belle volonté là-dedans, même quand tu n'as rien à dire, de dire oui, mais je veux me compromettre, je veux essayer de trouver qu'est-ce que j'ai à dire. Et donc, je fais juste nuancer en Rebecca. Je sais non, mais tu as pas raison de nuancer, puis ça me fait réfléchir à ce que j'ai dit. Moi, il faut que le désir de faire théâtre, mettons, soit réel. C'est juste, des fois, c'est ça. Mais tu as bien raison. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir une grande... un message à délivrer au monde. Non, mais puis ça peut être simple, comme pour moi, ce que décrit Rebecca, de dire il faut comme être empathique avec quelqu'un, pour moi, c'est énorme. C'est super simple, mais c'est vraiment énorme. C'est énorme parce que c'est humain, c'est ça qu'on cherche au théâtre. Et c'est énorme aussi parce que ça résonne avec l'époque dans laquelle on est. Donc, une petite chose comme ça, qui a l'air d'être juste comme un parti pris personnel à Rebecca, pour moi, résonne de 1000 manières. Elle n'a pas besoin nécessairement de se dire, elle, je veux que les mères monoparentales changent de statut. On n'a pas besoin nécessairement de ça. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est une bonne idée. Puis ça a beaucoup de sens. C'est normal comme parcours. Oui, complètement. Puis comme Étienne dit, rien de mieux qu'un acteur pour savoir ce que c'est de dire un texte. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'ai dit écris donc. OK, parfait. Merci beaucoup. Catherine? Oui, j'arrive. OK, on me voit, c'est pas pire. OK. Je voulais savoir, tout d'abord, bonjour à vous deux, parce que c'est quand même fun de parler avec vous autres. C'est pas toujours les jours qu'on peut avoir cette chance-là. Moi, je voulais savoir, parce que ton approche d'écriture, Rebecca, me parle beaucoup au niveau être proche de ses personnages, l'émotivité. Puis moi, je suis une grande émotive. J'ai énormément d'imagination. Puis je suis comédienne, en fait. C'est ça. Moi, ça me fait rire. Là. Maëlle, je la connaissais pas, en première année. Mais moi, j'ai gradué de Saint-Hyacinthe il y a 2 ans déjà, que le temps passe vite. Et je me rends compte que je suis dans la pandémie a aidé, mais il y avait déjà beaucoup de volonté d'écrire puis de m'exprimer aussi. Pardon. Non, je pensais que c'était mon téléphone. Je dis, mon Dieu, je sais pas vivre. Non, c'est moi. Pardon. OK. Puis après, je me suis demandé, justement, l'écriture me parle de plus en plus. Tu sais, plus je chemine dans ce milieu-là, plus je me dis, je pense que j'ai envie d'écrire. Et là, je me dis, on dirait que je sais pas par où commencer. C'est comme tout est dans ma tête. Puis quand j'ai une idée, moi, il faut que je la mette au dictaphone parce que sinon, quand je m'installe devant un ordi, ça bug, comme s'il n'y avait plus de naturel. Fait que premièrement, en tout cas, là, c'est comme un long intro, mais 2 questions dans tout ça. Premièrement, c'est quoi ta façon de produire? Est-ce que tu es le genre un peu classique qui va se mettre devant l'ordi puis va faire « OK, c'est ma période d'écriture ». Est-ce que c'est au fly quand tu as une idée, tu sais? Et aussi, le désir d'écrire, le désir de dire, est-ce que c'est précisé à l'école ou tu avais déjà comme une structure ou une façon d'aborder tes sujets avant d'entrer à l'école? Pour la première question, de comment, comme mon quotidien, je te dirais que pour moi, écrire, c'est beaucoup de gestion de culpabilité de ne pas écrire. Ouais. Donc, c'est beaucoup... tu sais, une journée dans ma vie, mettons, là, j'ai une amie qui me disait dernièrement, comme j'ai l'impression que tu fais tout sauf écrire dans ta journée. Puis c'est un peu vrai. Je fuis l'ordinateur. Je suis pas bien. Puis là, je suis comme, Chris, comment ça, je suis pas capable. Pardon, j'ai sacré. Mais non, je comprends. Puis de le faire. Puis c'est quoi le problème? Puis à un moment donné, je m'assois puis je le fais. Mais
il y aura eu 5 heures avant où est-ce que moi, je suis pas bien, mais ce que j'essaie de faire pour gérer cette culpabilité-là, c'est de consommer de l'alcool. Non, non, mais c'est correct, je vais me l'écrire. C'est de consommer du matériel en lien avec le projet que j'ai. Des documentaires, de lire des trucs qui concernent mon projet, mais comme de le prendre par ailleurs, de tout le temps rester en train de nourrir le truc, mais ça passe pas nécessairement par l'écriture. Pour moi, c'est assez violent, cette affaire-là. Il y a une violence que j'arrive pas à perdre et que j'aimerais beaucoup perdre, même après 11 ans, mais pour moi, il y a une violence que j'ai de la misère à expliquer, mais c'est difficile. Il y a quelque chose, comme je le nommais, par rapport à la culpabilité de ne pas être en train d'écrire quand c'était période d'écriture. Puis j'ai un enfant, donc je peux pas me dire ça viendra peut-être à 11 heures ce soir. Donc, il faut que je structure ma journée. Mais plus ça va, plus je m'habitue à faire, s'il y a 2 heures d'écriture dans ma journée, ça sera ça. Je le sais que je vais m'être nourrie de plein de façons, aller courir, de faire du jogging, ça va m'aider à trouver peut-être quelque chose que je ne pensais pas que j'allais trouver de cette façon-là. Donc, je ne sais pas si ça te répond à ta question. Ouais. Ben oui, mais c'est drôle parce que c'est un peu comme ça. Ma tête, elle tourne tout le temps, puis c'est un peu ça que je vis. Puis après, je pensais. En tout cas, on dirait que le fait de parler à des gens qui crient, je me rends compte que c'est pas sorti de nulle part, un peu ces réflexes-là, puis ça me rassure, comme, de voir que ça t'arrive aussi. Mais je ne sais pas si Étienne répondrait la même chose. Là, je pense que chaque personne a son rapport à son écriture, puis même à son geste artistique, je dirais même plus loin. J'ai un ami peintre qui me disait que, comme il me parlait de son processus artistique de peintre, puis ça me faisait vraiment penser à ce que je décris là. Il y a quelque chose de... Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas... chacun a sa façon de dealer avec ça. Voilà. Je ne sais pas si, Étienne, tu veux faire du chemin là-dessus. Là. Je ne sais pas c'est quoi, toi, ton processus d'écriture. Ça m'intéresse, en fait. Cette entrevue est faite sur Rebecca Desraspes et non à propos d'Étienne Lepage. Mais je peux juste... comment dire? Je parle beaucoup de ça quand j'enseigne, en tout cas, la question de l'inspiration, puis comment travailler. Puis effectivement, c'est pas pareil pour tout le monde. Peut-être la chose que je dirais vite, c'est que on apprend à se connaître. Ouais. Puis je pense que c'est surtout ça qui est le plus difficile au départ. Tu peux te dire que tes premiers projets puis tes premiers élans vont être les pires. Ça va être le plus dur. C'est pas vrai que ça reste comme ça. Ça ne devient pas nécessairement un party, là. Mais on finit par se connaître, puis je pense que c'est ça la clé, c'est d'un peu finir par se connaître, comment on est, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui ne nous inspire pas. Quand tu finis par avoir travaillé 3 ans sur une affaire, puis que c'est pourri, tu essaies d'apprendre pourquoi. Par où je suis parti, qu'est-ce qui est arrivé, je me suis inspiré encore d'une idée intellectuelle. Vas-tu arrêter de faire ça pour t'inspirer d'émotions à m'amener? Bon, Étienne, arrête les idées intellectuelles. Bon, mais tranquillement, ça, on le développe et on apprend à se connaître. Il n'y a pas de recette. Puis, c'est de gagner en bienveillance. Je pense qu'il faut, en fait. Oui, parce que je redirais que ce qui nous presse sur la tête, c'est encore Victor Hugo. C'est encore cette espèce d'imaginaire très romantique, d'une écriture qui nous sort par les yeux, d'une œuvre qui, en fait, est la même chose que nous. Et donc, si l'œuvre est bonne, c'est parce que je suis bonne. Si l'œuvre n'est pas bonne, c'est parce que je ne suis pas bonne. Ce genre d'égalité qu'on fait, parce que quand on aime une œuvre de Rebecca, on aime Rebecca. Mais ce n'est pas la même chose. C'est deux affaires séparées. Puis c'est difficile de faire cette distinction-là à cause d'un romantisme, à cause d'une mystification du sens d'écrire. Qui donne l'impression que les grandes œuvres viennent de grandes personnes. Mais ce n'est pas vrai. Et il y a tout un travail de démystification à faire. Ça va plus vite quand on en parle avec d'autres gens, parce que là, ça nous aide à ne pas se sentir tout seul, à ne pas sentir que les obstacles qu'on rencontre sont juste... Il y a juste moi qui est pourri, puis ça aide d'avancer. Mais il faut faire son chemin chacun avec cette réalité-là. Puis moi, je dirais en tout cas,
essayer de se connaître puis tuer Victor Hugo le plus possible. C'est quand même une bonne citation. Mais c'est ça, les deux puis clés. comme comme deuxième question dans tout ça, c'est, je voulais savoir, Rebecca, toi, quand tu es entrée à l'école, est-ce que ça l'a permis de préciser un peu ton identité, ce que tu avais envie? T'en avais-tu déjà une idée avant ou comme c'était un peu le vide, puis quand tu es rentrée à l'école, c'est vraiment là que ça a fait comme l'entonnoir, la précision est arrivée? Vraiment à l'école que j'ai même compris qu'il fallait que tu convies des gens dans une salle, il fallait que tu aies quelque chose à leur dire. OK. C'est comme, moi, j'avais même pas cette conscience-là, pour être honnête. Là, c'est un peu stupide à dire, mais pour moi, c'est vraiment à l'école que j'ai appris à même... là, ça paraît pas, peut-être pas trop aujourd'hui, mais j'avais même de la misère à exprimer beaucoup ma pensée. J'avais de la misère à structurer mes phrases. J'avais de la misère à exprimer mon regard sur le monde. J'ai toujours été très intimidée par les gens qui sont intellectuels, qui sont capables d'exprimer un regard sur le monde qui soit clair, qui soit particulier, qui soit singulier. Moi, j'étais très intimidée. Là. Je suis la petite fille de Rivière-du-Loup, comme c'est ci puis c'est vrai, c'était pas trop réglé cette affaire-là, là, tu comprends? Ouais. Donc, pour moi, l'école m'a permis de comprendre, en fait, que c'était de comprendre, bien sûr, j'ai un regard sur le monde, bien sûr, j'ai un regard sur moi, sur les autres, sur tout ça, mais l'école m'a permis de comprendre que ce regard-là, il est important puis il est intéressant parce que c'est le mien. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment, je comprends. Donc, voilà. Ah, c'est cool. Pour moi, c'est aussi quelque chose qu'il faut développer tout au long de son travail parce que la confusion se fait rapidement entre moi, mon désir d'être quelqu'un et à quoi je convie les autres. Puis, je pense pas que c'est d'abord l'empathie et la conscience de la puissance du théâtre qui nous y attire. C'est d'abord l'envie de briller, l'envie d'être comédien. Presque tout le monde a envie d'être comédien ou comédienne. Puis je pense que quand tu passes dans une école pour devenir comédien ou comédienne, tu réalises que ce n'est pas exactement ça que tu avais en tête. Tu pensais que les gens t'aimeraient toi. Tu ne pensais pas avoir autant à t'effacer ou à te transformer ou à comprendre à quel point tu es poche ou à quel point... Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre qui font partie du processus. Puis je pense que c'est correct. Il ne faut pas se dire que, justement, c'est des motivations mauvaises ou pauvres ou rien. Il faut, à un moment donné, s'auto-proclamer auteur, autrice, comédien ou comédienne ou peu importe pour avoir juste le guts de faire toutes les erreurs puis de faire toutes les maladresses. Puis ensuite, c'est à travers ça que quelque chose de profond, de plus complexe s'invente, se construit, ce dialogue. C'est pas juste... Enfin, je ne verrais pas comment Rebecca aurait pu arriver à l'école nationale puis dire « Moi, je veux parler d'empathie ». Ça aurait été déjà une autrice de 35 ans. C'est comme... Ça demande de le tester, ça demande une grande sagesse, une grande expérience, ça demande de réaliser en le faisant une fois, deux fois, trois fois que « Oh mon Dieu, moi je travaille là-dessus, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est l'humain aussi. » Donc tout ça... Comment dire, je pense qu'il ne faut pas se blâmer de ne pas avoir tout ce bagage-là parce que c'est vraiment un bagage. Ce n'est pas une qualité intrinsèque, c'est une vision qu'on développe et qu'on négocie avec le monde dans lequel on est. L'empathie de Rebecca, pour moi, a un sens aussi dans le monde d'aujourd'hui. N'aurait pas eu vraiment de sens à une autre époque nécessairement. Donc, elle ne peut pas se dire juste « Ah, je vais prendre ça, moi ». C'est que ça la touche, ça revient, elle en parle, elle le vit, elle le sent. Tu sais, puis tout ça, c'est de l'expérience, c'est pas de l'intelligence. Ouais, c'est cool. Très juste, Étienne Lepage. Merci. Ben, je vais refermer ma caméra, mais en tout cas, je trouve ça super pertinent. Puis, ça, je ne m'attendais pas que ça me touche autant. Tu sais, en fait, une fois sur deux, les classes de maths, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Fait que je suis vraiment contente. Fait que c'est ça. Vous m'avez vu, là, je vais raccrocher tout ça, mais je reste là pour les autres questions s'il y en a. Merci. Est-ce qu'on a encore une question ou deux pour Rebecca? Gênez-vous pas. Après ça, elle s'en va en Suisse, vous ne pourrez plus y parler. Non. Ah, Hélène. Salut, Hélène. À toi, Hélène. On ne t'entend pas, tu es sur mute.
Salut, c'est vraiment intéressant, passionnant, c'est vraiment le fun. Je suis contente d'être là. Petite question, est-ce que Rebecca, quand tu écris, bon, c'est sûr que tu parles beaucoup des commandes, tout ça, donc il y a des thèmes qui sont soulevés, tu avances dans ton écriture, mais est-ce que à chaque ou à plusieurs pièces que tu écris, tout à coup, il y a, je ne sais pas moi, il y a quelque chose qui t'est révélé? Ah ben oui. Ah ben Un oui. cadeau, c'est ça, puis qui fait que ça s'en va ailleurs, en fin de compte. Oui. Ben, pour moi, l'écriture, puis particulièrement, je pense, pour moi, là, est faite d'accidents. OK. Si je sais où est-ce que je m'en vais, je vais être malheureuse. les pièces desquelles je me sens le plus proche, c'est les pièces où il y a eu des gros accidents. Et il ne faut pas oublier qu'une pièce, c'est de nombreuses versions. Ça ne sera jamais la première version. Il y a des nombreuses versions. Et donc, il y a énormément de fantômes dans mes pièces ou dans toutes les pièces. Donc, ça, c'est qu'il y a des personnages qui ont existé, qui n'existent plus, mais qui ont amené à quelque part, qui ont amené une réflexion différente à laquelle je ne m'attendais pas. Je fais grande place aux accidents. Grande place, puis j'ai l'impression que c'est ce qui m'aide à trouver des trucs que, pour vrai, je ne pourrais pas trouver en notant juste sur ma structure, ça va être ça. Les dialogues m'amènent quelque part, mais c'est une technique qui demande énormément d'abnégation, dans le sens, c'est beaucoup des fois de travail qui ne va pas exister à la fin. Il y a énormément de choses que tu vas abandonner, mais moi, ça ne me dérange pas parce qu'on dirait que je le sais que je les connais, les fantômes, dans toutes mes pièces, puis je les aime, puis je le sais par où ils sont passés, puis on dirait que je m'en fous d'une version à l'autre, ça va être hyper différent, mais d'une version à l'autre, par exemple, tu vas trouver, il y a des accidents qui vont faire que tu vas trouver des choses que tu ne pourrais pas trouver autrement. Moi, personnellement. Je pense qu'il y a des gens qui partent très, très structurés, puis qui suivent un canevas, puis qu'ils savent où ils s'en vont, puis je pense que ces gens-là perdent moins de temps que moi. La façon que j'ai trouvé de me surprendre, puis de ne pas savoir du tout de quoi cette pièce-là va être faite au final. Oui, c'est ça. Donc, il y a des choses que tu dois lâcher en cours de route. C'est ça, l'abnégation, je trouve ça intéressant, oui. Complètement. Puis en plus, souvent, moi, je découvre ma pièce quand je la découvre avec le public. Les réactions des gens me font comprendre des choses que moi, je n'avais même pas vues dans la pièce. Ça, c'est fascinant. Ça me fait ça à chaque fois. Tu as l'impression de savoir qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui n'est pas drôle, où est-ce que ça va toucher les gens. Mais souvent, tu as des surprises. Tu perds un peu, tu perds le contrôle du comportement, puis c'est ce que je trouve vraiment riche. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Allô? Encore peut-être une question? Y a-t-il encore quelqu'un qui a envie de poser une question? Oui, Tristan. J'ai encore une question, mais si quelqu'un qui veut la poser, gênez-vous pas, là, ça me dérange. Non, vas-y, Tristan, t'es seul en liste. Moi, je me demande, par rapport. Là, on parle comme de. On parle de fantômes un peu, puis tout ça, puis ça m'a rappelé juste par rapport à un peu un comédien qui aurait travaillé, on va dire, des mois sur un personnage qu'il avait vraiment, qu'il habitait, qu'il avait avec lui. Puis ensuite, ça, il doit s'en départir. Il y a un certain deuil. Il passe au prochain projet. Donc, quand on l'écrit, quand on le développe, puis on voit cette naissance-là, est-ce qu'on vit un deuil d'une certaine façon lorsque le projet il se termine, lorsqu'il y a la dernière représentation? C'est sûr qu'une certaine façon, je crois que ça peut vous influencer, mais plus que là, comment est-ce que vous voyez la fin de ce projet-là? Une partie de vous, un peu. Bien, c'est drôle parce que l'écriture, les écrits, c'est vraiment cliché, mais les écrits restent. C'est sûr que quand une production se termine, surtout une production qui a été... où est-ce que tout le monde s'est rencontré, là? Où est-ce que tout le monde... où est-ce qu'il y a eu vraiment de la magie, ou en tout cas quelque chose à la bonne place, c'est sûr que c'est difficile, tu sais, c'est sûr que il y a quelque chose de... C'est tellement éphémère, mais c'est ça qui fait que c'est vraiment beau aussi, le théâtre, c'est que c'est comme la vie, ça commence, puis ça meurt. Puis c'est une petite vie, un spectacle. C'est ça qui est émouvant aussi d'un spectacle, tu sais, c'est une petite vie. Puis
Et donc, tous ces théâtres sont des cimetières de petite vie. C'est une drôle de métaphore. Mais pour ce qui est des auteurs, le texte, il existe encore. Puis ça arrive quand même souvent que le texte va réexister, mais d'une autre façon. Donc, il y a comme quelque chose qui est peut-être un petit peu moins brise-cœur que quand tu es metteur en scène, puis que ton spectacle, quand il finit, il finit. Quand tu es acteur, que le spectacle finit, il finit. Le texte, il va toujours exister. On va pouvoir le faire lire à d'autres personnes. Quand les textes sont publiés, ben, le dialogue reste quand même vivant, le dialogue avec l'autre. Donc, je répondrais ça à ta question. Florence, je pense, qui s'appelle iPhone. Oui, en effet, c'est Florence qui s'appelle iPhone. Écoute, Catherine m'a décomplexée en posant sa question sur la méthode d'écriture. J'en aurais une autre. Ça serait, quand est-ce que tu sens que tu as une idée que tu as un projet qui a des jambes, là, que tu sens que l'idée est viable, est-ce que tu abandonnes souvent des projets en cours de route en disant « je pensais que c'était une bonne idée, finalement, ça n'en est pas une ». Puis comment est-ce que tu as développé comme un peu un sensor de quelles idées sont bonnes ou quels sujets vont marcher plus que d'autres? Je reviens encore une fois à l'affaire de la commande. Mais étant donné que c'est souvent dans des processus de production que j'écris, je ne peux pas abandonner. Puis là, c'est bien problématique quand tu le sens plus puis qu'il faut que tu continues. Puis là, c'est bien frustrant des fois parce que tu fais « OK, non, on n'a pas pris le bon chemin », mais là, tu es toute une équipe à comme... ça m'est pas arrivé souvent, ceci dit. Mais ça m'est... de partir un projet par moi-même puis de l'abandonner, c'est rare que ça m'arrive parce que j'essaie toujours... Après, c'est sûr que tu lis la première version puis tu lis la dernière version puis tu fais « Ah ouais, ça part de la même... ça part de cette place-là. » Mais d'abandonner carrément quelque chose, ça m'est pas arrivé souvent, non. Non, je trouve toujours mon chemin qui va m'intéresser, moi. Fait que c'est sûr que quand j'écris un projet puis qui m'intéresse pas, c'est que moi, je le lis et ça m'emmerde. C'est un peu plate. Mais ça m'est arrivé sur une affaire que je vais pas nommer, mais tu sais, comme de faire « Ah, là, ça, je m'identifie pas à ce projet-là. » Et le résultat était pas du tout à la hauteur de ce que j'aime atteindre. Donc, je sais maintenant que si je me sens pas à la bonne place, le résultat, il sera pas là. T'sais. Fait que c'est plus ça que je dirais. Il faut que je trouve mon chemin. Puis si je suis pognée dans un rapport de production, je vais m'obstiner puis je vais faire, il faut que je trouve mon chemin. Si je trouve pas mon chemin, ça sera pas bon parce que je vais écrire quelque chose qui est pas connecté à l'être humain. T'sais. Mais c'est ça. Mais je le force jusqu'à ce que je le trouve. C'est intéressant ce que tu ouvres comme question, Rebecca, parce que je trouve qu'il y a une énorme différence entre être dans l'écriture au début, quand on est tout seul avec soi-même, puis qu'on ne sait pas si quelqu'un d'autre va jamais lire qu'est-ce qu'on écrit. Il y a une forme de liberté qui est fun, mais qui est aussi des fois angoissante, parce que tu dis à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que je vaux quelque chose, est-ce que ça vaut quelque chose. Donc, c'est une réalité qui devient très, très différente quand les gens commencent à lire. Quand on commence à avoir une audience, que ce soit au théâtre ou parce qu'on est édité. Puis là, soudainement, ça se transforme aussi en une forme de responsabilité. Complètement. Puis ça peut devenir, je pense, plus facile parce que justement, là, il y a comme quelque chose qui est « Hey, du monde vont m'écouter. C'est pas juste moi puis mon nombril. » Comment tu dis? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, Étienne. Tu as des interlocuteurs directement. Tu vois comment ça fait écho, où ça fait écho, ça fait-tu pas écho. J'ai rien compris de ce que tu écris. Ça me touche pas. D'avoir des interlocuteurs directement va vraiment changer quelque chose. C'est une super grande... ça devient vraiment... Ah, pourquoi? Ça devient un dialogue, en fait. C'est plus juste moi, qu'est-ce que je veux écrire, mais je suis en dialogue. Pour donner un exemple qui, moi, il m'est arrivé, c'est que moi, j'ai tendance à... Je ne suis pas du tout dans l'empathie, moi, en fait. Je suis plus dans la provocation. Ceux qui m'ont écouté sur d'autres projets, j'en ai parlé un peu. Je suis plus dans les matières toxiques et ces affaires-là. Mais j'ai eu quand même un assez grand choc la première fois que j'ai eu ma première pièce professionnelle montée, 4000 personnes qui viennent voir ça, des supplémentaires, et du monde sortent parce qu'ils sont en colère.
Et recevoir ça, pour moi, ça a été tellement difficile parce que je me trouvais bien intelligent, je me trouvais bien provoquant, je me trouvais bien sharp, mais je n'avais jamais eu pour vrai la sensation d'avoir des gens là, devant moi, là, quelqu'un du genre ma grand-mère qui est là. Puis elle, ça l'offense, puis elle sort. Puis là, soudainement, c'est plus juste un trip dans ma tête de qu'est-ce que je veux. Mais là, je suis comme face à vraiment quelqu'un qui sort, qui est en colère, qui ne sait pas que moi, je suis l'auteur. Puis elle sort, là, puis je vois sa face. Là, puis là, moi, je suis pétrifié par ça. Puis là, ça change vraiment le rapport à l'écriture. Il a fallu que je me dise, OK, pourquoi je fais ça? Pourquoi je provoque? Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que je veux garder ça? Est-ce que ça a une vertu? Ça sert-tu quelque chose? Et là, c'est tout un travail qui se transforme et qui aide aussi, pour répondre plus directement à la question, à savoir quand tu as quelque chose entre les mains, parce que soudainement, tu sais, c'est comme, je dis toujours, c'est comme tu es au souper chez ta grand-mère à Noël, tu sais. Puis là, ben, tu dis, grand-maman, c'est dégueulasse ce que tu as fait. Tu sais, tu peux pas juste si tu le penses, c'est une chose, mais quand tu commences à le mettre dans l'espace public, là, tu fais comme, ouais, je vais le penser, mais je ne vais pas le dire. Ou, tu sais, il y a ça devient toute une autre réalité qui est vraiment importante, je pense, le dialogue, la question du dialogue, en fait. Oui, complètement, mais je ferais du chemin là-dessus en disant que pour moi, c'est d'accepter la danse, là, j'utilise le mot danse, là, mais entre responsabilité et abandon. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut abandonner aussi, dans le sens de s'abandonner à l'écriture, mais tu as une responsabilité aussi parce que tu dis des choses à des gens. Et pour moi, c'est de trouver un peu cet équilibre-là. Comme, il y a des moments pour être conscient que tu es responsable, puis il y a des moments pour l'oublier que tu es responsable, puis d'abandonner, puis de juste, tu sais, comme, si tu as tout le temps quelqu'un qui te regarde... Dieu. Mais si tu as tout le temps conscience que tu vas t'adresser à des gens, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut vraiment que tu trouves un peu les moments où est-ce que tu te regardes écrire, ou bien pas que tu te regardes écrire, mais tu fais, OK, la matière que j'ai, qu'est-ce que ça va provoquer chez l'autre? Est-ce que, bon, ce que tu nommes, je pense que tu parles de rouge-gueule. J'ai tellement aimé ce spectacle-là. Mais en tout cas, je t'envoie des fleurs. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que je pense que c'est une danse. Il faut vraiment choisir d'abandonner à un moment donné la conscience de l'autre. Parce que sinon, si tu es tout le temps très conscient que tu écris pour quelqu'un, tu sais, comme pour être en dialogue, à un moment donné, tu ne peux plus écrire. Tu sais, fait que c'est vraiment ça. C'est de trouver le juste milieu dans tout ça. Tu sais. Je trouve. Étienne. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai tendance à accorder énormément de place au public, à ce que ça peut provoquer. Puis c'est sans doute l'empathie, moi, sur laquelle il faut que je travaille. C'est une dimension où j'ai tendance à ne pas m'intéresser énormément à mes personnages, mais pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que ça crée aussi une autre forme, d'autres genres de matière. Complètement. Puis on n'est pas la même personne, tu sais, dans le sens. Non, on ne travaille vraiment pas les mêmes affaires, donc, mais quand même, ça reste qu'on convie les gens à des moments humains, donc c'est comme si moi, c'est un peu par hasard ou par la bande qu'à un moment donné, l'humain ressort. Puis s'il n'y a pas d'humain, ben, je fais juste mettre la poubelle, le texte dans la poubelle. Hélène, tu voulais peut-être dire quelque chose? Tu es encore sur mute, Hélène. OK, je reviens. C'est ça, je regardais le temps, puis je dis, je vais peut-être laisser faire ma question. Non, je voulais savoir, mais c'est un peu comme à vous deux que j'ai envie de poser la question. En milieu de processus d'écriture, est-ce que ça vous arrive de demander soit à un ami auteur ou soit à un comédien ou un ami de lire ce que vous écrivez pour que ça ait un écho? Parce que c'est pas pareil de l'entendre avec une voix aussi. Puis ça aide à avoir un recul, parce que je trouve que quand on est trop collé dans l'immédiat de l'écriture, des fois, on n'est même plus touché par ce qu'on écrit. Puis là, de l'entendre, tout à coup, ça fait autre chose. Est-ce que ça vous arrive de demander à des personnes de lire? Bien, moi, toujours. Oui? Toujours. OK. Puis ça va avoir un impact, mais il faut que tu choisisses, j'ai l'impression, le moment. Ouais. Parce que si tu n'es pas prêt à ça, puis moi, je suis du genre à trop écouter ce que les autres me disent, fait que là, je peux vraiment perdre quelque chose si je le fais trop tôt. Puis je peux ne plus avoir de place si je le fais trop tard pour changer les affaires. Fait que moi toujours. Parce que c'est du théâtre qu'on écrit, c'est tellement important de voir comment ça sonne, puis personnellement, oui. Je sais pas, mais... Pareil. Je dirais même que moi, j'ai tendance à
pas demander à des amis, dans le sens où je trouve que, surtout au théâtre, et surtout dans la lecture du théâtre, on a un rapport, les gens ont un rapport très, très personnel avec ce qu'ils lisent, avec ce qu'ils cherchent, avec ce qu'ils veulent voir, avec ce qu'ils aiment, avec ce qu'ils n'aiment pas. Puis je trouve que c'est beaucoup plus, on apprend beaucoup plus sur sa pièce si on la fait lire par des interprètes qui ne sont pas nécessairement prêts, qui ne connaissent pas nécessairement personnellement, qui sont là. L'idéal, c'est le CEAD ou bon, tu peux demander à des comédiens ou des comédiennes que tu connais, mais j'évite moi-même les amis ou les gens qui me connaissent trop ou qui ont ou de me retrouver dans un dialogue trop personnel sur la pièce. Je trouve que souvent, ça renseigne mal sur qu'est-ce qu'on fait. Je trouve que c'est plutôt quand 3-4 personnes réagissent que là, on comprend vraiment, on comprend mieux qu'est-ce qui est en train de se passer. Je suis vraiment d'accord. Ouais. Surtout le théâtre. Il y a quelque chose dans le rapport intime qui t'envoie là n'importe où. Ça t'envoie n'importe où. La personne va faire « Ah, j'aime tellement les rimes » ou « Ah, il y a comme ça m'a fait penser à… » Puis là, la personne peut trouver 1000 affaires super le fun, mais qui ne sont pas vraiment dans ta pièce, qui sont dans sa tête par rapport à ta pièce. Puis c'est mieux quand tu as comme plutôt 5-6 personnes qui ensemble réagissent. Ouais. Pas 5-6 séparés, 5-6 ensemble réagissent. D'entendre les dialogues entre des gens aussi qui vont parler de ton texte, ça aide aussi. De voir où est-ce qu'il y a point de choc ou point de rupture, où est-ce qu'on s'entend. Ça aussi, je pense que effectivement, le côté du ensemble est important, Étienne, parce que justement, ça va créer des discussions qui vont être super fertiles pour la suite. Puis, je dirais aussi que non seulement pas faire lire à ses amis, mais le faire lire aux acteurs qui vont le jouer, c'est souvent problématique parce qu'ils vont vouloir défendre leur personnage, défendre leur perso. Je sais que j'aurais de quoi à jouer là. Alors que c'est pas la pièce, c'est pas ils pensent souvent à leur travail au lieu de penser à la globalité du texte. En cours d'écriture, ça peut être bien problématique, je dirais. Parfait, oui, c'est clair. Moi, j'ai écrit une pièce solo à un moment donné, puis Abla Faroud m'avait dit, écoute, Hélène, si tu veux, je vais te lire où est-ce que tu es rendue. J'avais jamais pensé à ça. Ça a été extrêmement révélateur. Puis pas de commentaires. C'est une auteure. Elle savait que c'était fragile. Donc, c'était juste de l'entendre. Puis j'ai fait, je sais pas si tout le monde fait ça, mais en tout cas, mais c'est bien l'idée qu'il y ait plusieurs personnes parce que un seul commentaire, là, on est très vulnérable, hein, ça nous rentre dedans. Fait que c'est vrai qu'une discussion ou un ensemble, ça peut être plus sain peut-être. C'est un rapport aussi très particulier, le rapport de dramaturgie de une personne à une personne. Rebecca en parlait à l'École nationale, on est sur certaines pièces qu'on écrit, on est jumelé à des auteurs ou des autrices, mais justement, on est jumelé à des auteurs ou des autrices qui ont énormément d'expérience. Oui. Puis ça fait une grande différence parce qu'il y a une manière d'entrer en contact avec un auteur, une autrice qui est au milieu du travail. Il y a une manière aussi de mentionner ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, pourquoi et pas pourquoi. Et je pense que dans la volonté de bien faire de nos amis, ces choses-là ne sont pas nécessairement respectées. J'ai déjà entendu, moi, des gens essayer de se coacher, puis je me disais, c'est terrible parce que c'est des aveugles qui essaient de se guider. Puis déjà, même les gens qui sont très éclairés, ils ont juste un œil. Tu sais, même Carole Fréchette a juste un œil. Fait que là, quand tu es avec... Tu sais, fait qu'il faut être prudent avec soi-même quand on fait ça. Donc, moi, je recommande plus plein de gens, puis à plus ressentir ce qui ressort que d'écouter des regards très personnels sur la lecture. Merci, c'est très éclairant tout ça. Merci. De rien. Écoutez, il est 5 heures. Je pense qu'à moins qu'il y ait une question absolument urgente, fondamentale sur l'être en tant qu'être pour Rebecca, mais je pense qu'on a fait pas pire le tour. Écoutez, je voulais juste vous dire, pour ceux que ça peut intéresser, peut-être les gens du département, mais peut-être les autres aussi, vous pouvez aller sur la page de l'écrivain en résidence, donc ma page d'écrivain en résidence de McGill. C'est la Franco-Fête à McGill, donc ils sont en train de célébrer le français à McGill et donc il y a toutes sortes d'activités et entre autres, je vais faire une lecture d'un genre de spectacle-conférence que j'ai inventé il
il y a quelques mois dans la COVID. C'est un genre de truc où je lis des extraits de mes pièces, on parle de dramaturgie, je pose des questions aux gens aussi. Donc, c'est un mélange entre une conférence, un spectacle et une discussion. C'est le 26 mars à 17h. Vous allez trouver les informations plus spécifiquement sur ma page et le lien Zoom, bien sûr, parce que ça va être un Zoom. Mais vous êtes bienvenus de venir voir ça. Pour ceux qui ont vu, j'en ai fait une version là, il y a quelques mois pour le département. C'est une toute nouvelle version, donc c'est des nouveaux textes. Donc, si vous avez aimé ça, on va avoir des nouveaux extraits. Voilà. Sinon, ne manquez pas, il va y avoir bien sûr la classe de maître avec Carole Fréchette qu'on a dû repousser pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, Carole va bien. Et on va la rencontrer quelque part à la mi-avril. Donc, je n'ai pas la date exactement prévue, mais c'est dans à peu près un mois. Vous pouvez rester à l'affût, encore une fois, sur la page de l'écrivain en résidence. Et puis, vous allez voir ça passer. Classe de maître avec Carole Fréchette. Voilà, merci infiniment d'avoir été là pour parler de dramaturgie. On ne fait pas ça assez. Merci infiniment, Rebecca, de t'être prêtée au jeu et d'avoir répondu avec tant de générosité et d'intelligence. C'était vraiment très, très éclairant, très, très stimulant. Alors, merci de l'occasion. Ça a fait du bien de réfléchir à tout ça. C'est bon de s'entendre le dire. Oui. On fait « Ah, j'ai une idée dans le fond. » Merci beaucoup tout le monde. Bye! À la prochaine. Salut, Rebecca, merci. Bye. Ah, Tristan, tu voudrais dire quelque chose? Est-ce qu'on peut retrouver juste l'enregistrement? Oui, oui. Pour ceux qui veulent, l'enregistrement va être aussi sur la page de l'écrivain en résidence du DLTC. Donc, dès que je vais finir, peut-être que ça va prendre un petit temps pour que le truc se mette en ligne, mais d'ici un jour ou deux, je mettrai le lien sur la page et vous pourrez l'écouter ou le faire circuler. Salut, salut! Et j'ai mis Comment le lien de la page est dans la discussion. Ah, mon Dieu, que tu es efficace. Mon Dieu. Super. OK. Tiens, il y a plein de petits merci, mais Rebecca est déjà partie. Je lui dirai. Merci tout le monde. Bon. Bye. Salut Camille, je pense qu'on n'a rien à rajouter. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Hein? Top.